Eh bien, bonsoir à tous. Merci d'être venus à cette édition des Amphis de l'Officine consacrée aux médicaments biosimilaires et hybrides. Avec le titre initial était Comment exploiter pleinement leur potentiel. On va quand même tenir cette session et bien sûr essayer d'aller au fond de cette session. Je dois vous dire qu'on est dans un contexte particulier qui est celui d'une grande mobilisation que nous avons faite aujourd'hui même pour protester contre un projet du gouvernement visant à réduire le plafond de remise sur les médicaments génériques et instituer un plafond de remise sur les médicaments hybrides. Donc cette mobilisation est en fait au cœur de la session d'aujourd'hui. Donc on va évidemment en parler à l'intérieur de nos travaux, de nos débats, pour que tout le monde comprenne bien quels sont les enjeux. Et bien sûr, en conclusion, je vais être amené à vous donner quelles sont les perspectives et quelles sont en tout cas les volontés de la fédération dans ce combat, on peut appeler ça comme ça, sur le maintien de conditions commerciales pour les médicaments génériques et les médicaments hybrides. Donc ça, c'est le thème de la soirée. Vous dire également, sans bien sûr, je ne vais pas présenter des excuses, mais un petit peu quand même, c'est que du coup, mon temps de préparation de la soirée a été réduit, malheureusement, parce que j'ai été sur d'autres fronts, qui étaient ceux de l'organisation de la manifestation. Donc je compte sur le talent de mes invités, que je vais inviter donc à venir à la table avec moi pour pallier en fait l'insuffisance du modérateur que vous voudrez bien excuser si jamais vous trouvez qui, monsieur le député, bonjour. Si vous trouvez que donc je suis donc insuffisant, sachez que l'excuse, c'est que j'ai fait autre chose. Je vous ai organisé donc une petite manifestation cet après-midi. Un mot sur cette manifestation pour ceux qui nous écoutent et pour vous en donner le rendu. C'est quand même quelque chose qui est important et que vous en avez. Donc une mobilisation forte de l'ensemble des professionnels de santé, des pharmaciens parmi eux, mais les kinésithérapeutes étaient nombreux. En fait, il y avait deux populations de pharmaciens, de soignants qui étaient très impactés par les mesures décidées par le gouvernement la semaine dernière, c'était les kinésithérapeutes et les pharmaciens. Mais nous avions le soutien de tous les autres, c'est-à-dire les médecins, les dentistes, les infirmiers, les orthoptistes, les audioprothésistes, hein, je ne veux pas en oublier, les biologistes, enfin tout le monde était là, au moins leurs présidents nationaux d'organisation pour montrer le soutien dans la difficulté à l'ensemble des autres soignants. Nous avons eu l'occasion de faire donc une invitation aux députés à venir nous rencontrer. Nous étions stationnés à l'angle des Invalides et de l'Assemblée nationale. Et donc, on a eu quand même plus de 20 députés et même des sénateurs qui étaient loin par contre, mais qui sont venus quand même. Nous expliquer, venir à notre rencontre, nous dire leur solidarité et nous dire qu'ils allaient interpeller le gouvernement, qu'ils allaient prendre des actions au Parlement pour faire en sorte de sauver le maillage officinal, parce qu'en fait, c'est de ça dont il s'agit. La véritable question, la seule qui compte, c'est est-ce qu'on veut garder des pharmacies de proximité? Est-ce qu'on veut garder des pharmacies dans les villages? Est-ce qu'on veut garder des pharmacies dans les quartiers difficiles? Est-ce qu'on veut que ces pharmacies qui ont un exercice qui est complètement lié à la dispensation du médicament, en fait, n'aient plus du tout d'exercice économique. Et donc, c'était aussi des revendications qui, même si elles sont économiques, étaient soutenues par les organisations de jeunesse. On avait toutes les organisations de jeunesse, la FAGE et toutes les organisations par profession, la NEPF bien sûr pour les pharmaciens, qui s'inquiètent de l'avenir et de l'attractivité d'une profession qui se paupérise au travers de mesures gouvernementales qui viennent rompre un pacte conventionnel déjà fragile. Pour tout dire, nous avons donc signé l'année dernière avec l'assurance maladie un pacte conventionnel qui engage les parties, donc qui engage les pharmaciens, mais qui engage aussi l'assurance maladie sur plusieurs années, avec une croissance de l'investissement de l'assurance maladie dans la pharmacie d'officine, dont une partie sont les remises génériques. Que vous compreniez bien, le mode de rémunération de l'officine française est complexe. Il revêt beaucoup d'aspects. Il y a bien sûr
les honoraires pharmaceutiques que nous avons mis en place. Il y a la marge sur les médicaments, qui est une marge résiduelle. Il y a les remises sur les génériques. Et il y a également ensuite l'ensemble des nouveaux actes que font les pharmaciens dans le parcours de soins, vaccination, nouvelle prise en charge de TROD, de prise en charge cystite, prise en charge d'angine, tous les accompagnements pharmaceutiques qui sont également, tout ça est agrégé et tout ça c'est suivi dans un tableau qui est l'observatoire de la rémunération de la pharmacie. Et nous nous sommes engagés sur un développement sur 3 ans jusqu'en 2027, compris avec une évolution positive, mais bien sûr, ça compte les remises génériques. Si elles disparaissent, en fait, c'est comme si on déchirait la convention que nous avons signée l'année dernière. Donc c'est quelque chose qui est très grave, très lourd, et surtout qui engage la parole de l'État. Et donc pour nous, c'était quelque chose c'était un casus belli, vous l'avez vu, la mobilisation a été une réussite. On avait des manifestations en région au tout, en plus de la grande manifestation parisienne. En tout, les soignants, on était 5000 en France, on était à peu près 3000 à Paris. Bon, il y avait beaucoup de kinés, mais il y avait des pharmaciens. Beaucoup, les bataillons étaient remplis et des gens sont venus de partout, en bus, en train. Voilà, il y avait des Marseillais, il y avait des gens qui venaient de loin, qui étaient là parmi nous. Donc ça montre en quelques jours la mobilisation d'une profession. Et donc ça ne s'arrêtera pas. Et cette volonté de revenir en arrière ne s'arrêtera pas. Ce qui a très très bien marché, monsieur le député Charles Bertrand nous en dira un mot peut-être tout à l'heure, c'est l'ambiance à l'Assemblée nationale dans l'après-midi, puisque de nombreuses questions ont été posées au gouvernement et au ministre de la Santé qui était au banc pour répondre, et donc plusieurs sur les remises génériques, avec un engagement qui a été pris par le ministre de mettre en place une continuité. Les remises génériques s'arrêtent au 1er juillet. Donc il a dit qu'il avait signé hier, donc pour qu'il y ait cette continuité. Donc il a signé hier un arrêté qui maintient les remises génériques à 40 pendant le temps de la concertation. Impossible de savoir quel est ce temps de la concertation, mais c'est minimum l'été. Et il a dit, en tout cas, à l'Assemblée cet après-midi qu'il a dit qu'il avait signé l'arrêté et qu'il était en place avant les questions au gouvernement et qu'il s'engageait à ce que dans le cadre du PLFSS à venir, les modalités d'attractivité et de maintien des officines dans les zones rurales seraient examinées et réexaminées. Bon, voilà les réponses de l'après-midi, mais le député Bertrand Boix vous en dira un peu plus tout à l'heure. Alors, comme je vous ai dit que j'ai pas préparé, j'ai un TUST étudiant qui est le rapport chargé-produit de l'assurance maladie. Donc là aussi, nous aurons tout à l'heure Sophie Kelly, qui est la responsable des produits de santé à la CNAM, qui bien sûr nous en dira beaucoup plus et je l'interrogerai sur le contenu des mesures que propose le rapport chargé-produit pour le développement des médicaments biologiques et biosimilaires, mais je pense que c'est intéressant de vous faire lecture de quoi on parle. Et l'assurance maladie, en quelques lignes, explique bien, je trouve, pose bien le débat, et dont nous allons parler tout de suite. Donc, dans le contexte actuel de contraintes budgétaires pesant sur le système de santé, les médicaments biosimilaires représentent un levier d'efficience considérable pour l'assurance maladie. Leur développement constitue un enjeu stratégique tant sur le plan économique que sur celui de l'accès aux soins. Les biomédicaments occupent aujourd'hui une place prépondérante dans l'arsenal thérapeutique moderne. En France, les dépenses liées aux médicaments biologiques ont très fortement progressé, passant de 6 milliards d'euros en 2017 à 14 milliards d'euros en 2024, soit une augmentation de 127% en 7 ans. Cette progression est nettement supérieure à celle des médicaments chimiques, qui sont passés de 19,3 milliards à 23,7 milliards sur la même période, soit une augmentation de 22,4%. Bien que les médicaments biologiques ne représentent que 9% du nombre de dénominations communes internationales remboursées, ils constituent plus d'un tiers des dépenses remboursables de médicaments. Cette disproportion s'explique par leur coût unitaire particulièrement élevé par rapport aux médicaments chimiques. La progression des médicaments biologiques s'explique par une efficacité clinique supérieure pour de nombreuses maladies auto-immunes et formes de cancer avancées. Les anticorps monoclonaux sont devenus le standard. Une extension régulière des indications. Chaque année, de nouvelles AMM élargissent le champ d'utilisation. Exemple, Dupixent pour la BPCO. Un marché moins exposé
à la concurrence générique, le développement de biosimilaires reste plus complexe et plus lent, ce qui protège encore partiellement les ventes. Et c'est donc ce dont nous allons nous occuper aujourd'hui et désormais. Les médicaments biologiques occupent dorénavant une place prépondérante et croissante dans l'arsenal thérapeutique moderne. Le panorama des médicaments les plus vendus au monde en 2024 met en lumière une tendance structurelle, la domination progressive des médicaments biologiques, aussi bien en matière de chiffre d'affaires que de réponses thérapeutiques innovantes dans de multiples aires thérapeutiques. Ainsi, parmi les 10 premiers médicaments de classement mondial 2024, une large majorité sont des produits biologiques, anticorps monoclonaux, protéines de fusion, immunothérapie, etc. C'est le cas notamment de l'anticorps monoclonal en oncologie Keytruda, premier produit mondial avec 29,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, l'anticorps monoclonal pour pathologie immunitaire du Dupixent est en 4e position, ou bien encore l'anticorps monoclonal Skyrizi en 6e place. Donc on assiste à une révolution dont les pharmaciens doivent avoir conscience et doivent avoir la formation nécessaire pour pouvoir la comprendre, la faire passer à nos patients, comme nous l'avons toujours fait dans les précédentes innovations thérapeutiques et dans les précédents mouvements de la science. C'est l'objectif donc de ces amphithéâtres, de ces amphis de l'officine. Pour, bien sûr, au-delà de vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'un médicament biologique, qu'est-ce que c'est qu'un médicament biosimilaire, quelles sont les contraintes, pourquoi ce démarrage des biomédicaments est à la fois très impressionnant, mais pour répondre à la question de l'assurance maladie sur la moindre exposition à la concurrence, en fait, il faut revenir, je pense, sur cette idée qui est née il y a à peu près 30 ans avec l'industrie du générique, qui est de se dire que le challenge qui est donné aux chercheurs dans le monde entier, le challenge qui est donné à l'industrie pharmaceutique dans le monde entier, est d'innover en permanence, d'innover de plus en plus, de mieux en mieux, pour avoir à la fois de meilleures réponses aux pathologies et donc de soigner mieux la population. Mais ce challenge, il est à mettre en face de réalités économiques, avec une contrainte budgétaire qui s'applique à tous les États, au monde entier, et donc bien sûr dans notre pays, la France. Et donc ce challenge qui doit permettre de laisser de la place à l'intérieur du budget médicaments à l'innovation par la mise en concurrence des médicaments qui ont perdu leur brevet. Cette simple phrase que je viens de prononcer là, c'est très compliqué en réalité, d'une part à accepter pour les laboratoires qui ont réalisé l'innovation, très compliqué à faire comprendre au grand public et à l'ensemble des personnes que de dire que un process industriel, la mise en place d'un médicament qui a sauvé des vies, qui est donc une reconnaissance, un traitement pour la plupart des gens, eh bien, quand il a perdu son brevet, en fait, il peut être copié par tous les autres industriels et, ce faisant, créer une dynamique de concurrence qui fait diminuer les prix. Pour expliquer ce mécanisme complexe, pour expliquer et pour faire passer ce mécanisme complexe, en France, l'État a fait confiance aux pharmaciens d'officine. Et ce mécanisme, il nécessite évidemment de comprendre les pathologies, de comprendre les médicaments, de comprendre le mécanisme économique lui-même que je viens de décrire, et également, parce que ça ne suffit pas de comprendre, d'avoir une incitation financière vertueuse. Cette incitation financière vertueuse, elle a été imaginée dans notre pays, d'autres pays ont fait d'autres choix, mais dans notre pays, elle a été imaginée en faisant du pharmacien d'officine l'acheteur du médicament générique et en disant aux pharmaciens d'officine, en faisant votre rôle d'acheteur, vous faites deux choses. Vous faites du bien aux comptes sociaux, je vais vous expliquer la mécanique, et en même temps, vous avez une ressource financière pour vos officines. Pourquoi je dis que vous faites du bien aux comptes sociaux? C'est qu'il y a deux choses qui se passent. La première, c'est que les médicaments génériques
ont eu un prix réglementé à 40% inférieur au prix du médicament de référence. Je parle du générique, je ne parle pas des biologiques, on en parlera tout à l'heure. Mais en plus de ça, on crée par un mécanisme de transparence la réalité du prix de marché du médicament. Et ce mécanisme de transparence, il permet au comité économique de produits de santé, l'année suivante, de réguler le prix à la baisse. Et pourquoi c'est acceptable pour le pharmacien? C'est acceptable pour le pharmacien parce que de nouveaux médicaments rentrent sur le marché, et donc le marché du générique s'accroît, les prix diminuent, mais en réalité, en termes de potentiel de remise pour le pharmacien, ça reste stable ou en légère augmentation. C'est ce que j'essaie d'expliquer à Bercy, qui ne comprend pas parce que c'est assez complexe comme situation. Et j'ai pris la métaphore de la poule aux œufs d'or. Je leur dis, ce que nous faisons, nous pharmaciens, c'est que chaque année, on vous délivre un œuf d'or qui vous permet de faire des économies dans le budget de l'assurance maladie. Ce que vous êtes en train de vouloir faire, c'est tuer la poule aux œufs d'or. Et dans la fable, ça ne marche pas bien. Parce que le mec qui a voulu tuer la poule aux œufs d'or, son objectif, c'est de récupérer tout l'or qu'il y avait dans la poule. Il n'y en a pas, en fait. Et donc, c'est la fabrication, c'est l'ingénierie qui est mise en place pour l'acceptation, la mise sur le marché du générique, qui est le travail du pharmacien. L'acceptation par les patients, on y reviendra, on attend un représentant des patients qui va arriver, qui va nous rejoindre à la table ronde, qui fait bien sûr l'ensemble de l'opération. Donc tout ça, c'est un mécanisme auquel la fédération a participé à sa conception, bien sûr, à sa régulation également. Nous sommes conscients des déficits de l'assurance maladie, conscients de l'ensemble des problématiques, et nous y contribuons de façon très forte. Mais les mécanismes de régulation doivent être réglés avec véritablement précision. Et donc, la mesure qui est envisagée là n'est pas une mesure de précision. C'est une mesure brutale qui n'a, en fait, en réalité, même aucun sens économique. Donc, je voulais aussi expliquer ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour le biosimilaire? En fait, pour le biosimilaire, la situation est à peu près équivalente au début du médicament générique. C'est-à-dire que les biomédicaments qui ont, comme il a été dit, qui deviennent une place prépondérante dans l'arsenal thérapeutique moderne, qui sont issus de la recherche, qui sont issus d'innovation des laboratoires pharmaceutiques dans le monde, ont beaucoup de mal à accepter que la perte de brevet génère l'arrivée de la concurrence. Et donc, mettent en place une stratégie d'évitement de la concurrence très, très, très importante, du même ordre que celle que nous avons connue il y a 30 ans sur le générique, du même ordre. Et donc, ce match qu'on a déjà joué, on le connaît. Et donc, on arrive à le rejouer. Et donc, le sujet aujourd'hui, c'est de bien comprendre les choses, de bien les expliquer, pour que tout le monde comprenne que c'est l'intérêt de chacun, même celui de l'industrie. Parce que l'industrie, certes, c'est compliqué à admettre, mais le modèle, c'est l'innovation permanente. Le modèle, c'est l'innovation permanente. Il faut innover en permanence, et c'est ce que l'esprit humain a de plus beau d'ailleurs. C'est de se dire qu'on ne peut, quand on est un industriel pharmaceutique, que gagner sa vie qu'en innovant, et qu'on est protégé, et on a un retour sur investissement pendant le temps du brevet, mais qu'on n'a pas une rente éternelle sur la recherche qu'on a effectuée un beau jour. Donc ça, c'est mon propos liminaire. C'est ce que je voulais vous dire en préparation de ces amphis de l'officine. Et si vous voulez bien, alors je ne sais pas où est passé mon patient. Qu'est-ce qu'il m'avait dit? Pas de problème pour être là avant 19h. Il est 18h52, donc normalement il est là, il arrive. Ce que je vais faire, c'est que justement, et ça m'aide beaucoup en fait, ça m'aide beaucoup, c'est qu'il y a quelque chose qui va beaucoup m'aider, c'est que pour l'organisation de cette soirée, nous avons des partenaires qui astucieusement m'ont mis en place des petites vidéos qui vont durer 6 minutes, et Jean-François arrive dans 5 minutes. Donc je vais lancer, si vous voulez bien, les vidéos partenaires, et ça va permettre
à mon dernier invité d'arriver et ce sera comme ça génial. Donc, vous voyez à l'écran, donc bien sûr, les 4 partenaires de la soirée, donc le laboratoire Biogarant, célèbre laboratoire de générique que vous connaissez, le laboratoire Celtrion que vous connaissez moins, mais qui va devenir donc un célèbre laboratoire de biosimilaires, partenaire des pharmaciens dans l'avenir. Donc on parle d'avenir ce soir. Voilà. IQVIA, donc, qui est notre partenaire, donc leader mondial des statistiques de santé, représenté ici par l'éminent Antoine Collet, qui va nous donner tous les chiffres du marché qui nous vont bien, et à qui j'ai demandé de regarder précisément cette histoire de remise générique et biosimilaire pour voir de quoi il retournait. Et R+, donc Réseau Pharma, donc notre grand concentrateur spécialiste de la gestion du tiers payant et de la formation, parce que nous avons désormais au sein de R+, une entité formation qui s'appelle Adilis, qui est peut-être dans le sujet qui va suivre. En tout cas, je vous aurais fait un peu de teasing. Introduction, ça, c'est fait. Bonjour à tous, je m'appelle Guillaume Corbet, je suis directeur général Biogarant et pharmacien, et je souhaite partager avec vous quelques éléments concernant les biosimilaires. Biogarant déploie une stratégie ambitieuse pour le développement des médicaments en France, et pour les biosimilaires, nous soutenons activement les pharmaciens d'officine qui sont habilités à substituer un médicament biologique par un médicament biosimilaire. Nous développons également notre portefeuille en lançant des traitements dès que les molécules sont autorisées. Avec le lancement de 18 nouvelles molécules d'ici 2028-2029, notre ambition est de couvrir 100% des biosimilaires qui seront substituables à cet horizon. Notre laboratoire a été le premier à s'engager en faveur du rôle des pharmaciens d'officine dans le développement des biosimilaires. Depuis 2014, nous plaidons pour que les pharmaciens, experts du médicament et professionnels de santé de premier recours, puissent substituer des médicaments biologiques. Cela s'inscrit pour nous en toute logique dans le cadre des nouvelles missions officinales. Et l'arrivée de nombreuses molécules biologiques en médecine de ville et en ambulatoire souligne d'autant plus la nécessité de vous associer à l'accompagnement des patients traités par des médicaments biosimilaires. Nous avons toujours mis l'observance au cœur de nos priorités. Or, pour les biosimilaires en particulier, nous sommes convaincus que l'adhésion et l'observance du traitement passent par un effort de pédagogie et d'information du patient, par vous, en coordination avec les autres professionnels de santé. Vous êtes des acteurs de proximité. Grâce à cette proximité, vous avez une vue d'ensemble sur la thérapeutique du patient. Vous avez donc un rôle d'accompagnement clé. Nous ne pouvons donc que saluer les évolutions proposées par le gouvernement dans les lois de financement de la sécurité sociale 2024 et 2025, qui marquent une rupture historique. Vous savez pouvoir compter sur Biogarant et sur l'engagement de l'ensemble des équipes Biogarant pour vous accompagner au quotidien avec vos patients pour faire en sorte que ce nouveau marché du biosimilaire soit une opportunité à la fois pour les patients et à la fois pour le pharmacien. Nous vous souhaitons un excellent événement et au plaisir de vous retrouver dans les prochains mois. Créé en 2002 à Incheon en Corée du Sud, Celtrion est un groupe biopharmaceutique international qui s'est donné pour mission de développer des traitements biologiques innovants et accessibles pour contribuer à préserver les systèmes de santé. Aujourd'hui, les médicaments sont distribués dans plus de 110 pays avec 30 filiales, dont une en France créée en 2019. Le groupe Celtrion maîtrise l'ensemble des processus de développement et de production de ces médicaments. Voici un exemple de production pour l'une des substances actives destinées à une administration par voie intraveineuse. Les substances actives sont produites dans 3 usines approuvées par l'EMA et la FDA qui ont une capacité totale de 250 000 litres à Incheon en Corée. Les substances actives produites sont ensuite mises en flacons pour nos médicaments utilisés par voie intraveineuse sur 2 sites différents, soit toujours en Corée, dans l'usine CLT2, soit chez notre partenaire pharmaceutique à Istanbul en Turquie. L'acheminement en Turquie se fait par avion. Après le remplissage, les flacons sont étiquetés et mis en boîte soit en Corée, soit à Budapest en Hongrie. Les médicaments emballés arrivent ensuite sur notre site de distribution européen, dans notre filiale hongroise à Budapest. Du site de distribution, les médicaments sont acheminés via des conteneurs C-Safe jusqu'à notre dépositaire pharmaceutique près de Lyon, puis par des camions réfrigérés. En maîtrisant l'ensemble du processus, Celtrion Healthcare France assure la sécurité d'approvisionnement. Non, mais merci beaucoup. Merci beaucoup en tout cas à vous 4 pour ce partenariat. Et donc, je vais maintenant appeler à la table, s'il vous plaît,
Donc, Salim Ben Khalifa, qui est le directeur des affaires médicales de Celltrion. Je pense qu'il il doit y avoir un chevalier quelque part, je ne sais pas lequel c'est. Donc, Deus Ex Machina, Jean-François Thébault, représentant donc de la vice-présidente de la Fédération française des diabétiques et porte-parole, et en même temps, et je lui ai demandé d'être en même temps le représentant de l'ensemble des patients sur la table. Donc, nous avons par ailleurs la chance, je ne sais pas où tu es, Jean-François, tu es là? Ouais, tu es là, voilà. Donc, mes deux intervenants, donc représentants du laboratoire Celltrion et le représentant des patients, ont une particularité commune qui les relie, c'est qu'ils sont tous les deux médecins de formation. Donc voilà, donc ça leur donne une expertise particulière, mais ils sont bien dans leur champ, dans les questions que je vais avoir à leur poser. Et ensuite, Olivier Rosaire, donc président de l'URPS-ORA, membre du bureau national de la fédération, et qui va donner la parole des pharmaciens, et donc je vais interroger en tant que tel. Alors, si vous voulez bien, ce que je vais faire, c'est que je vais... Alors, docteur Ben Khalifa, on va commencer par vous. Si vous voulez bien, dans la chaîne, on va suivre la chaîne de fabrication et on commence par vous. Ensuite, on passera par le dispensateur pharmacien et on terminera la conclusion, bien sûr, et le dernier mot sera au patient qui nous expliquera et qui nous dira quel est le ressenti et comment il voit ces évolutions sur le marché du biomédicament. Donc, ma question, la première, c'est qu'est-ce que c'est qu'un biomédicament? Qu'est-ce que c'est qu'un biomédicament? Comment on peut le définir? Comment il est différent d'un médicament chimique, comme nous l'avons vu dans mon intro avec la présentation de chargé produit? Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots là-dessus? Qu'est-ce que c'est qu'un biomédicament? D'abord, bonjour à tous. Merci, Monsieur Bessé et le FSPF pour cette invitation. Je suis vraiment ravi d'être parmi vous. Donc, pour répondre à votre question, un médicament biologique, on va d'abord parler de biologique, c'est un médicament où il y a le terme bio. Donc, c'est un médicament qui est fabriqué à partir d'organismes vivants. Donc, qu'est-ce qu'on entend par organisme vivant? On peut imaginer des cellules, ça peut être des cellules humaines, animales, ou certains micro-organismes comme des bactéries, par exemple, ou des levures. Donc, c'est des médicaments qui sont complexes, pour dire clairement les choses, parce que des médicaments qui sont de grande taille, qui pèsent lourd d'un point de vue moléculaire. C'est des médicaments qui peuvent avoir 20 000 atomes, si on prend par exemple un anticorps monoclonal, comparé à une aspirine qui a 20 atomes, 21 atomes pour être précis, ou un poids moléculaire de 150 000 kilodaltons. Donc, c'est des médicaments qui sont assez lourds, assez complexes, qui mettent du temps à être fabriqués, qui sont aujourd'hui beaucoup utilisés. Vous en avez parlé à votre introduction, dans beaucoup de domaines thérapeutiques, peut-être qu'on en reparlera, et qui ont beaucoup contribué à l'amélioration de la vie des patients, la vie et la qualité de vie des patients. Dans le temps, on voit que donc Celltrion arrive en France en 2019. L'entreprise est créée en quelle année? Ça commence quand, les biosimilaires, les biomédicaments? C'est quoi l'histoire en fait des biomédicaments? Oui. Donc, Celltrion arrive en France effectivement en 2019, mais le groupe a été fondé en 2002 en Corée du Sud. Celltrion, c'est le premier laboratoire au monde qui a fabriqué un anticorps monoclonal biosimilaire. Si je parle, parce qu'avant, il était autorisé par l'Agence européenne du médicament en 2013. Avant ça, il y avait un premier biosimilaire qui a été autorisé en Europe, c'était de l'OPO, L'OPO, c'était en 2005-2006, mais quand on fait vraiment les biosimilaires des anticorps monoclonaux, le premier a été autorisé en 2013 en Europe. Il est arrivé sur le marché français en 2015, donc ça fait maintenant 10 ans que le premier biosimilaire est arrivé sur le marché français, c'est une des molécules Celltrion. Donc, on a quand même des bioréférents ou des biomédicaments qui préexistaient dans notre arsenal pharmaceutique. On connaît les médicaments du type héparine, du type donc EPO, vous l'avez dit. Ça, c'est plutôt les années 1990, c'est plutôt 80. Le biosimilaire de l'EPO, c'était 2005, parce qu'il est arrivé donc 10-15 ans après la perte de brevet du Princeps, c'était les années 90. Le Princeps, le bioréférent, et 10 à 15 ans après, il y a la perte du brevet. Donc, vous voyez des thérapeutiques qui sont quand même relativement récentes, puisqu'on parle d'un temps que les gens qui sont dans la salle ont tous
connu. Il y a peut-être un étudiant, mais sinon à peu près tous ont connu. Donc c'est vraiment quelque chose. C'est pour ça aussi que nous devons, nous, appréhender cette nouveauté que nous n'avons pas appris sur les bancs de la faculté. C'est quelque chose qu'il faut que nous appréhendions maintenant et qui va devenir notre quotidien de demain. Si on parle, j'ai entendu dire, et c'est vous qui me l'avez dit quand on s'est parlé au téléphone, qu'en fait, le médicament biosimilaire par rapport au bioréférent n'était plus ou moins que la même chose qu'un lot de bioréférents par rapport à un autre. Et qu'en gros, un lot de bioréférents est le biosimilaire de lui-même. Et qu'en fait, on ne peut pas, comme médicament chimique, se dire que les médicaments sont différents, qu'en fait, entre lots de bioréférents, ils ont le même nom, mais c'est en fait pas le même médicament, c'est un peu comme si c'était un biosimilaire. Ah non, c'est effectivement un très bon point parce que pour les chimiques, c'est simple, c'est identique. Donc quand on arrive à copier, c'est des réactions chimiques, on reproduit à l'identique la même chose. D'ailleurs, on dit biosimilaire, il y a les deux termes, il y a bio, donc pour biologique, et similaire, on parle de similarité. Il n'est jamais identique. Quand on prend les biomédicaments de référence, donc les princeps, même entre dolo, ça a été publié, il y a beaucoup de travaux qui sont dans le domaine qui démontrent qu'il y a des petites variabilités. C'est des variabilités qui sont contrôlées, hein, c'est très normé par l'Agence européenne du médicament, ce qu'on appelle la comparabilité. Donc, ça peut être dû à différentes raisons. Changement de procédé de fabrication, ça peut être des produits, parce qu'on voit à travers des années, on change des produits, on change des process. Et donc, quand on regarde, si on prend un lot de princeps d'aujourd'hui et à l'eau il y a 10, 15 ans, c'est pas la même chose. Il y a des petites différences. Ça reste globalement la même chose. Mais c'est ce qu'on appelle la comparabilité. Oui, il y a des variations. Donc, on peut considérer que c'est son propre biosimilaire. D'accord. Le millésime 2025 du Mira est le biosimilaire de l'Humira 2012. Si on extrapole, oui. Ok. C'est quelque chose qu'il faut appréhender, ça, parce que c'est pas si évident que ça pour tout le monde, je crois. Et donc, c'est un point important. Donc, maintenant, parlons du médicament biosimilaire. Donc, est-ce que c'est simple de copier un biomédicament? Est-ce qu'il y a des différences par rapport au générique? Est-ce qu'on a l'impression, en fait, qu'il y a beaucoup moins de concurrence que sur le médicament chimique sur les médicaments biologiques? C'est un petit peu ce que dit aussi le rapport chargé produit. Donc, est-ce que ça vient de la difficulté à produire? Ça vient de plusieurs choses. D'abord, je ne dirais pas que c'est simple parce que déjà, comme je vous disais en introduction, quand on voit là, on essaye de recopier des protéines qui pèsent lourd, donc le poids moléculaire, donc la complexité de fabrication, on parle d'organismes vivants, donc on essaye de mettre dans des cellules, de les reproduire, les purifier. Vous avez vu la vidéo de bioréacteurs qui sont dans des bioréacteurs, il faut purifier. Donc tout ça pour arriver à la substance. Ça, c'est déjà le procédé de fabrication lui-même. Après ça, le process d'autorisation réglementaire n'est pas identique au générique. Pour le générique, il y a des études de bioéquivalence, des prises de sang et c'est validé sur un dossier de caractérisation, alors que pour un biosimilaire, il y a toute cette phase analytique. Après, il y a des développements cliniques. Pour un biosimilaire, la réglementation européenne aujourd'hui, il faut faire au moins une étude de phase 1, souvent chez les volontaires sains, de bioéquivalence pharmacocinétique, puis une étude de phase 3 thérapeutique. Donc là, on prend une indication spécifique où on fait des études de bioéquivalence thérapeutique, d'efficacité, tolérance et de qualité aussi. Dans une indication, on doit démontrer la bioéquivalence. Un biosimilaire n'a pas vocation à être ni mieux ni moins bien, il a vocation d'être équivalent. Et à partir de ça, il y a une extrapolation au reste des indications du princeps. D'accord. Bon, merci beaucoup. Ça, c'était fait. Donc là, si on rentre dans une pathologie, je vais vous en laisser en choisir une que de Celtrion. Est-ce que vous pouvez m'indiquer, alors, une pathologie, quel a été l'effet de comment vous avez déterminé quel médicament vous prenez, prenons une classe, et expliquez-moi quelle pathologie vous couvrez, quels sont le nombre de patients que vous avez sur cette pathologie à peu près. Après, Celtrion, on est dans différents domaines thérapeutiques. Aujourd'hui, on a 12 biosimilaires qui sont autorisés, donc dans différents domaines pathologiques. On peut prendre une pathologie, on a différentes molécules, typiquement les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, si on parle de la maladie de Crohn. Et vous avez dit en introduction, je trouve ça très très vrai aussi, les biothérapies ont vraiment changé la vie des malades. Avant, il n'y avait pas d'option thérapeutique. Avant, on traitait les Crohn avec des corticoïdes.
La première fois, on a donné une molécule, un anti-TNF, à un patient qui est souffrant de Crohn. Ça a été une révolution pour les gastro-entérologues. Donc, ça a clairement changé la vie des malades, hein, et ça a évité beaucoup d'opérations. Avant, un malade qui était atteint de maladie de Crohn, il allait au bloc, on coupait des parties de l'intestin. Et c'était vraiment horrible. Donc aujourd'hui, avec les biothérapies, la vie des malades a été changée. Donc on peut parler de la maladie de Crohn. D'accord. Voilà, ben c'est ça. Je reviendrai à vous. Je vais passer à mon confrère pharmacien un petit peu pour voir comment les pharmaciens d'officine appréhendent un peu ces nouvelles molécules au comptoir. Est-ce que ils les ont enfin, on va dire, est-ce que c'est vraiment clair pour eux tout ce qui a été dit jusque-là? Est-ce qu'on a besoin de formation supplémentaire? Et puis ensuite, on va essayer de rentrer peut-être dans les classes de médicaments substituables par le pharmacien, avec les principales, et peut-être, cher Olivier, si tu peux nous donner sur quelques classes les principales contraintes, ou peut-être histoires que rencontrent les pharmaciens aujourd'hui. Merci Philippe. Alors je rappelle que j'ai eu le même temps de préparation que toi aujourd'hui, on fait la même chose dans cette journée. Alors, sur les biosimilaires, il est évident qu'aujourd'hui les pharmaciens n'ont pas acquis un niveau de maturité comme ils l'ont acquis sur le médicament générique, hein, bien qu'on connaisse ce procédé de substitution depuis 25 ans. C'est quand même une ère un peu nouvelle, et je dirais que si les médicaments génériques c'était les enfants de la substitution, là, on est arrivé à la version adulte de la substitution parce qu'on est quand même sur un sujet qui est quand même un petit peu plus technique, qui, en plus des procédés de fabrication, a aussi, contrairement aux médicaments génériques, plutôt en parallèle, des contraintes d'administration avec des dispositifs à utiliser qui peuvent être différents. Donc, on ne peut pas, ça a été dit tout à l'heure, tu l'as rappelé aussi, on n'a pas des choses qui sont strictement équivalentes. Il y a déjà le dispositif qui peut être différent, ne serait-ce que dans la manipulation. Et il y a cette pédagogie à faire aussi sur les médicaments biosimilaires. Et une des premières choses que j'avais appris à l'époque, et j'en sais pas énormément sur les biosimilaires, c'est qu'il peut y avoir plus de différence entre deux lots du même médicament biologique qu'entre un lot d'un médicament biologique et son biosimilaire. C'est des procédés totalement différents. Après, les pharmaciens ne sont pas là, alors pour parler un peu vulgairement, que pour faire le travail de la sécurité sociale et de dire ouais, on est là pour faire des économies. On est avant tout là pour faire notre travail de pharmacien, d'acteur de santé publique. Et c'est important qu'ils mesurent les enjeux qu'il peut y avoir autour de tout ça. On n'est pas là uniquement pour négocier des remises, uniquement pour faire des économies. Il faut regarder l'ensemble avec un petit peu de perspective parce que du coup, on est plus intéressé par son travail et ça donne plus de valeur au travail qu'on peut faire, notamment sur la substitution biosimilaire. Parce que l'enjeu, c'est quoi? Ça a été le cas avec les génériques, c'est la soutenabilité du système de santé. Et on voit bien que quand le système devient un peu insoutenable, bah, il se trouve qu'on se tourne souvent vers nous. Donc on a un enjeu quand même aussi assez personnel, enfin en ce qui concerne la pharmacie en général, à assurer cette soutenabilité. Après, il faut aussi qu'ils puissent mesurer, je dirais, d'avoir une certaine formation, dont on pourra parler, hein, parce qu'on ne peut pas se lancer là-dessus comme ça sans avoir un peu de formation, même si on a des partenaires qui, en général, nous en proposent. On a forcément, comme on l'a eu au début du générique, un échange avec les patients sur ces produits-là, sur des produits qui sont un peu techniques et que peut-être on ne maîtrise pas tous parfaitement. Il y a effectivement, comme tu dis, des classes thérapeutiques différentes et souvent des classes thérapeutiques un peu complexes. Bon, par exemple, on parle de la maladie de Crohn, bon, ce n'est pas l'hypertension, ce n'est pas le cholestérol, c'est des pathologies qui sont un peu plus compliquées, qu'on ne maîtrise pas forcément, dont on ne connaît pas forcément le principe thérapeutique. Ce n'est pas uniquement des anti-inflammatoires, c'est des procédés qui sont un peu plus compliqués. Après, je reviens sur ce que tu as dit aussi tout à l'heure, il y a eu quand même une vertu du médicament générique que peut-être certains ont oublié derrière, c'est que ça a stimulé l'innovation. Si on était resté sur un domaine où on ne substituait pas, on restait avec les médicaments classiques, etc., bon ben, l'industrie nous aurait inventé des statines jusqu'à la fin de nos jours, avec une nouvelle statine. Bon là, ils ont vu que ce modèle-là était arrivé à son terme. Et ça les a incités fortement à développer de la recherche et de l'innovation. Donc finalement, dans les argumentaires qu'on peut avoir sur ah ben non, ça paupérise le système de santé, de mettre des génériques, etc. Non, au contraire, ça a une vertu très forte, c'est que ça a développé les thérapeutiques dont on parle aujourd'hui. Ok, est-ce qu'on peut, donc moi j'entends, pardon, je vais te couper le micro de 2 secondes, j'entends qu'on a une problématique avec le dispositif médical associé. Et donc de formation également et d'explication sur le dispositif médical où parfois
le patient. Mais est-ce vraiment le patient qui a cette problématique ou est-ce que parfois c'est le responsable de l'injection, c'est-à-dire soit l'infirmier, soit le médecin? On voit ça sur Lucentis, par exemple. Est-ce que ce problème du DM associé est un des véritables enjeux en fait de la substitution? Alors, c'est à la fois un enjeu de pédagogie et puis un enjeu de volonté. Je ne peux pas laisser penser que les fabricants de produits biosimilaires vont mettre en place des produits dont le dispositif médical ne serait pas adapté aux produits qu'ils ont développés. Donc tu parles effectivement, on peut donner les noms des médicaments, hein. On n'est pas à la télé. Bon, tu parles évidemment du Lucentis. Donc effectivement, l'administrateur du Lucentis, c'est pas le patient, ça c'est sûr. Et donc on voit bien qu'il y a une forte contribution des injecteurs de Lucentis pour dire nous, on ne veut pas d'autres dispositifs médicaux que celui-là. Bon, je ne suis pas persuadé que la seule motivation soit de dire les autres dispositifs médicaux ne sont pas bons. Je pense qu'il va falloir embarquer là aussi ces acteurs-là et que ces acteurs-là aussi comprennent les enjeux, y compris pour eux-mêmes. À un moment donné, je veux dire, même pour eux, ils ont eu quand même un effet d'aubaine avec ces produits-là. Donc il faut que même eux puissent comprendre les enjeux du système de santé. On ne peut pas se battre les uns contre les autres. Tous les acteurs du système de santé sont embarqués. Et c'est vrai que quand on regarde les taux de pénétration des biosimilaires, bon, effectivement, tu tapes dans le mille, c'est celui qui n'a absolument pas décollé depuis que ça a démarré. Ok. On a l'évolution réglementaire, effectivement, ça a été dit un petit peu dans les présentations des partenaires, a permis, législatif plutôt, a permis aux pharmaciens d'obtenir le droit de substitution. C'est extrêmement récent. Est-ce que ça s'en est véritablement emparé, le pharmacien, ou est-ce que il est un peu comme le générique? Est-ce que les outils, est-ce que les logiciels métiers sont adaptés pour dire voilà les médicaments substituables par classe thérapeutique? Est-ce qu'au comptoir, en fait, est-ce que c'est simple de substituer? Alors, ça s'est simplifié, mais très récemment. Les logiciels, peu ou prou, depuis quelques mois, ont intégré ces classes. Et donc, quand on a une prescription de l'un de ces médicaments, par exemple Humira, on voit tout de suite qu'il a un petit logo qui s'affiche biosimilaire et on peut voir la liste des produits qui lui sont substituables. Donc ça facilite quand même le travail au comptoir. Alors pas forcément que pour le pharmacien titulaire, mais pour les équipes qui sont autour, qu'il faut bien évidemment embarquer autour de ça. Donc ça se simplifie. Après, il y a un autre sujet autour de la substitution, restera le fait du prix des médicaments et est-ce qu'on s'engage aujourd'hui sur de la substitution biosimilaire si on n'a pas une économie qui va avec. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on n'avait pas d'égalisation MG, MG/NP, pour ceux qui connaissent le principe. Donc, on perdait de l'argent à faire du biosimilaire. Bon, en l'occurrence, on ne faisait pas beaucoup d'efforts parce qu'on substituait très peu. Là, il est évident que si on apporte notre contribution à l'écosystème de santé, si je puis dire, il faut que ce travail-là soit mieux valorisé que la simple dispensation au regard des contraintes techniques importantes sur ces produits. Tu es en train de décrire le mécanisme du générique, c'est-à-dire qu'en fait, c'est ce que j'ai expliqué en introduction, c'est-à-dire qu'en fait, c'est effectivement l'incitation financière du pharmacien qui crée la substitution et ensuite, elle est repérée et évaluée par le CEPS et elle fait baisser les prix en année 2. Qu'est-ce qui nous manque comme modèle? On a parlé pourquoi déjà est-ce que tu penses que ce serait intéressant, je donne des idées, qui me trottent par la tête et qui m'empêchent de dormir parfois. Est-ce que ce serait intéressant que le médicament biosimilaire soit en dénomination commune? Pourquoi diable est-ce différent? Tous les médicaments en France, d'ailleurs, devraient être prescrits en dénomination commune. Tous les médicaments génériques sont en dénomination commune. Pourquoi cette exception? Pourquoi est-ce que le biosimilaire n'est pas en dénomination commune? Et en tout cas, en fait, je le sais. Pourquoi? Je ne vais pas te poser cette question-là parce que peut-être tu ne le sais pas, mais moi je le sais, je vous le dirai peut-être plus tard si vous êtes sage. Mais en revanche, est-ce que ce serait un avantage d'être en dénomination commune? Alors oui, j'allais te répondre qu'il faut demander plutôt au service, la DGES pour ça. Tout à fait. Mais alors évidemment, ça a un avantage, ça simplifie l'échange qu'on peut avoir avec le patient. Même s'il a déjà, par exemple, pris un médicament biologique d'origine, à partir du moment où il est écrit en DCI, nous, on a plus de facilité à communiquer sur pourquoi on va lui changer ce qu'il avait, parce que nous, on a.
Et là, quand je parle de ça, c'est que je pense qu'il y a un atout quand même par rapport à ça, c'est aussi la logistique. On voit que la logistique en officine, c'est devenu un peu plus compliqué qu'avant, hein, avec ces problématiques de rupture. J'entends que on devrait arriver avec peut-être qu'une livraison de nos grossistes par jour à terme, etc. Et je pense qu'il y a un atout à jouer sur cette histoire de logistique, et c'est évident qu'en référençant ces biosimilaires à l'officine et en donnant le même à tout le monde. Je prends par exemple, je vais prendre l'Urmira parce que lui, il a pléthore de biosimilaires. Et aujourd'hui, peut-être même on fait tous peut-être plus de biosimilaires de l'Umira que de l'Umira dans l'officine, mais c'est quand même compliqué de passer de l'un à l'autre et de dire à tout le monde, bon attendez, ça, celui-là, le Ulio, le Uflima, etc., on arrête, on va passer sur celui-ci. Et je vais vous dire que celui-ci, vous pourrez venir, je l'aurai en stock. Donc si vous avez oublié de venir, etc., que vous arrivez au dernier moment, il y a peut-être un atout logistique aussi à jouer là-dessus. Et c'est vrai que même dans la logistique, ce que les pharmaciens n'ont pas toujours notion, le fait de gérer du promis, c'est une contrainte logistique, et c'est voilà, le fait de faire revenir les gens, de gérer un ticket, de voir si ça a bien été fait, etc. C'est une contrainte logistique qui est un peu pénalisante dans nos entreprises. Donc on a tout intérêt, nous, à aller sur ça aussi pour ces raisons. Merci beaucoup. Je vais donner la parole maintenant aux représentants des patients, cher Jean-François. Je t'ai posé, dans la préparation, je t'ai demandé de préparer quelque chose qui pour toi sera simple et quelque chose qui pour toi sera complexe. Donc, on va commencer par la partie simple, c'est la partie le diabète. Voilà. Donc, quel est dans ces médicaments biologiques du diabète, voilà, quels sont les bénéfices que vous voyez, vous, au niveau des patients, d'une part des biothérapies et ensuite l'intérêt des biosimilaires et peut-être les warnings à mettre sur les biosimilaires. On a quelque chose de particulier qui s'est passé sur les insulines biologiques dans le débat à l'Agence nationale du médicament. C'est que le comité scientifique temporaire qui s'était réuni avait donné un avis favorable à la substitution par le pharmacien de ces biomédicaments. On parle du Lantus, on parle de la Basaglar, voilà. Et ensuite, la NSM en fait est revenue en arrière et a dit finalement non, on ne va pas mettre ces médicaments en substitution pour des raisons qu'ils ont expliquées. Mais peut-être j'ai envie d'avoir la parole de patient d'abord sur le champ du diabète. Merci beaucoup de m'avoir invité. Donc, je suis médecin, je suis cardiologue, moi. Donc, je ne suis pas diabétologue, je suis cardiologue. Je voulais commencer pour illustrer ce que vous dites, ce que vous avez dit, par deux anecdotes personnelles du vécu de patient. Le premier sur le dispositif. J'ai un petit-fils qui est très allergique, qui fait des chocs. On est habitué à la NAPEN. Et puis, c'est ma fille qui est pédiatre, qui était là à ce moment-là. Il a fait un choc grave et on lui a donné des l'épipène. Ce n'est pas le même dispositif. Elle ne le savait pas. Elle n'a pas été formée. Elle n'a pas su faire les piqûres. Ça ne marche pas pareil. C'est très important dans ces situations-là. Bon, heureusement, il y en a toujours deux dans une pochette. Dans une boîte, il y en a deux, mais elle a fait les piqûres. Donc, le coût du dispositif, ce n'est pas négligeable, et ça veut dire qu'il faut que le pharmacien qui substitue, quand il fait sur un substitut, connaisse le matériel, il est ouvert à la boîte, et sache s'en servir pour expliquer. C'est un point important. L'autre anecdote, pour te dire l'ambiguïté du diabète, je ne suis pas sous insuline, mais là, je devais subir une opération. Et ma diabétologue m'a dit, ton opération, on va vous mettre sous insuline, sous Tougéo. C'est très bon, Lantus, Basal, très très bon. Alors, elle tape l'ordonnance. Son truc merde, je ne sais pas pourquoi, elle n'arrivait pas à sortir l'ordonnance. Et le logiciel d'aide lui met à Basaglar. Je dis, bon, prenez à Basaglar. Donc, effectivement, pour le diabète, la solution est simple pour les insulines lentes. On n'a aucune objection à ce qu'il y ait une substitution pour cela. D'autant que les patients, il n'y en a pas beaucoup, c'est l'un ou l'autre, pas d'autre, comme vous l'avez dit, et qu'en plus, les patients se surveillent. C'est des injections quotidiennes. Les patients se surviennent et savent se surveiller. Donc, si d'aventure il se passe quelque chose, ils vont le constater tout de suite. C'est une grosse différence avec les autres pathologies inflammatoires, et des piqûres toutes les semaines, tous les mois, etc. Alors, pour l'insuline rapide, c'est vrai qu'on est revenu en arrière pour deux raisons particulières. C'est qu'on s'est aperçu que les insulines, il n'y en a qu'une là aussi, n'avaient pas été testées avec toutes les pompes. Et donc, ça devenait compliqué de dire lesquelles formes vous pouviez substituer ou pas pour les pompes insulines, parce qu'il
Il y a plein de formes. En stylo, ça n'aurait pas posé de problème, mais en cartouche, en machin, etc. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, elle n'a pas été testée chez la femme enceinte. Et pour des raisons qu'il n'y a pas eu d'études faites sur la femme enceinte, comme il n'y a jamais été. Donc, l'indication d'Aspart pour la femme enceinte, voilà. Donc, on a mis ces deux réserves à la NSM. Et du coup, le comité a dit, bon, ça va être plus simple, plus compliqué. Et du coup, ils ont mis toutes les insulines. Alors que ce n'était pas notre demande. Nous, la substitution par la Basaglar, ça nous posait aucun problème. Mais on avait cette réserve de la société allemande sur l'insuline rapide. En plus, les insulines rapides, c'est compliqué parce qu'il y en a beaucoup de sortes d'insulines rapides. Et il faut, quand on en permute une, il faut vraiment que ce soit le diabéto ou le prescripteur qui dise ben, celle-là, telle dose, tel machin, telle équivalence, etc. Mais je vous dis, on est à un point particulier parce que nous, dans nos pathologies, au contrôle, on a des capteurs qui permettent de contrôler. Et donc, s'il y a quelque chose qui se passe, on le voit tout de suite. Donc, c'est pas. Alors, donc, d'ailleurs, Gérard Raymond, qui m'a précédé dans la fonction que j'ai, ne s'était jamais engagé dans une polémique contre les biosimilaires, notamment parce que on est dans la diabétologie, on est très friand des innovations, on pensait qu'il faut les financer et que la soutenabilité du système de santé est pour nous un point absolument essentiel. Mais, comme tu m'as demandé dans la deuxième période, de manière plus générale. C'est ça. Alors, la deuxième phase, c'est tu es un patient expert et la Fédération française des diabétiques a une vision citoyenne, en plus d'avoir une vision patient de terrain. Mais vous n'êtes pas seul et on voit bien des réticences d'ordre psychologique. Et donc, comment on peut faire pour passer ça? Est-ce qu'il y a des moyens? Qu'est-ce que tu nous conseilles? Comment on peut faire pour ensemble faire un chemin? Alors, d'abord, la représentation des usagers n'est pas univoque. France Asso Santé, ça représente des patients, mais aussi des usagers, des citoyens. La majorité de France Asso Santé, c'est pas des patients, c'est pas des malades, c'est famille rurale, c'est UFC Que Choisir, les retraités, c'est les familles, c'est tout ça. Et eux, ils sont très attentifs à la soutenabilité du système, d'une part très attentifs, puis ils ont plutôt l'industrie dans le nez. Donc cette partie-là de France Asso Santé n'est pas opposée de principe à la substitution, au contraire. Mais en revanche, il y a aussi beaucoup d'associations de patients, avec des pathologies différentes, avec des vécus différents, et des craintes et des problèmes de confiance. Et notamment, on a vu ce qui s'était passé avec le lévothyrox, qui n'est pas du tout un biosimilaire, mais qui ont amené énormément de problèmes de confiance. Et donc, ils vont pas avoir confiance dans les compétences médicales des pharmaciens, pour le dire d'une manière simple, et ils ne sont pas sûrs que la substitution puisse être validée par leur médecin. Et on peut rajouter à cela qu'il y a une position du corps médical, notamment hospitalier, qui a fait la prescription, qui dit « on ne touche pas à ma prescription ». C'est aussi un vieux sentiment. Alors ça, Jean-François, c'est étonnant parce que j'en parlais assez récemment dans un débat télévisé. Oui, heureusement que j'ai un timekeeper mais je te relance pour cette dernière question et puis je vais laisser la parole à la salle pour 2 ou 3 questions avant la pause. Oui, donc le président, le médecin responsable de la Comedims de la PHP, donc plus grand hôpital d'Europe, m'indiquait qu'à la PHP, le taux de substitution biosimilaire était de 98,5%. Non, c'est pas ça la question. Son point d'intérêt, c'est pas ça. Son point d'intérêt, c'est de se dire qu'ils ont fait une étude récente pour regarder qu'est-ce qui était devenu leur prescription une fois que les patients étaient allés en ville 6 mois plus tard. Et en fait, dans près de la moitié des cas, le patient était revenu au bioréférent. Donc, en fait, ça les a agacés à double titre. Parce que d'une part, ça les a agacés parce qu'effectivement, en tant que prescripteur hospitalier, ils n'aiment pas qu'on change. Et que d'autre part, quand ils font l'effort de mettre en biosimilaire, ça les agace que le retour en ville, on remette le bioréférent. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même avoir en tête. Oui, tout à fait. Donc, il y a une pression marketing qui existe, que vous ne pouvez pas nier et qu'on constate. En plus, il y a une forme de mode de la part d'un certain nombre de spécialistes libéraux. J'étais président de syndicat
je peux le dire, il y a une espèce de forme de snobisme, je dirais, de mode, de la prescription du spécialiste, qui non, ça c'est mieux, etc., sur manque de connaissances peut-être. Et alors, du côté du patient, le problème, c'est que vous avez des médicaments différents pour des pathologies différentes et le même dans les maladies inflammatoires notamment, et des situations qui sont différentes. Donc ça, c'est une grosse réserve pour les associations de patients avec qui ils discutent. Mais est-ce que le pharmacien il est bien au courant de ma situation, de ma pathologie et que c'est un problème. Donc c'est un problème de confiance. Donc, ce que j'entends, c'est Voilà. qu'une des solutions, une des pistes, c'est effectivement, alors l'évolution du dossier médical partagé, de mon espace santé va faire que le pharmacien aura connaissance de la pathologie et donc pourra mieux prendre en compte, parce qu'effectivement, on est un aveugle, on regarde une prescription sans avoir connaissance de la pathologie, ce qui est quand même un problème dans l'équipe de soins. Donc ça, effectivement, ça simplifiera. Je pose la même question sur la dénomination commune. Est-ce que ce serait aidant d'avoir effectivement, non pas des noms de marque, mais des noms de dénomination commune? Enfin ça, il faudra demander aux jeunes, parce que nous, les vieux patients, les vieux médecins, on écrit toujours le nom, voilà. Donc, il faut demander aux jeunes qui sont formés à ça, si ça changeait quelque chose. Les patients, ils sont habitués avec le générique, hein. Voilà, donc ça me paraît plus être un problème. C'est vrai qu'en plus, il y a un autre problème où je trouve que c'est pas mal qu'il y ait des noms différents, parce qu'un autre problème qui a été soulevé, c'est une substitution. C'est de substituer des marques différentes. Avec le générique, on ne se rend pas compte puisque c'est le même nom. Et bon, je sais pas, ma femme, elle veut pas d'escitalopram, elle veut que de l'escitalopram Biogarant. Partenaire de la soirée. Ça tombe bien. Elle veut pas, elle veut le Princeps ou le Biogarant. Bon. Au passage, je sais pas pourquoi il est dans un petit. Il n'est pas dans Booster, enfin bref, que du Biogarant. Donc là, avec le générique, donc le pharmacien il peut changer. Moi, je vois, je prends plein de médicaments, la couleur des boîtes, elle change tout le temps. Un mois, enfin pendant 3 mois, j'ai un tel, après j'ai un tel. Là, avec l'une des demandes aussi, à la fois des patients et des prescripteurs, c'est que quand vous choisirez un partenaire, gardez le même pour pas changer parce qu'on ne sait pas. Okay. Et ce que j'ai compris de ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'en fait, entre 2 lots de Princeps, il peut y avoir les mêmes différences entre un Princeps et bon, voilà, parce que les 2 lots sont jamais tout à fait. Mais de prescrire toujours le même, ce serait une question de confiance de la part des. C'est un truc qui revient souvent. Okay. Voilà. Alors on nous dit, pour certains, ça ne pose pas de problème. Je crois pour l'enoxaparine, il n'y en a qu'un, je crois. Oui. Donc, si je ne dis pas de bêtises. Mais alors, pour l'Humira, il y en a plein. 9. Donc, 9. Alors, si à chaque fois, il y a un nom différent, avec peut-être une présentation différente, je ne sais pas. Ça, c'est un problème. On voit bien. Est-ce qu'on prend 1 ou 2 questions de la salle, si vous avez? Ah, ils sont sages. Alors, je vais vous demander à tous les 3 un mot de conclusion, parce qu'on va faire une petite pause rapide, enfin un quart d'heure de pause avant le deuxième débat. Donc, dans le même ordre, un petit mot. En tout cas, d'abord, je tiens à vous remercier. Je tiens à vous dire que les biosimilaires, c'est une réalité. Initialement, les biosimilaires ont été mis en place pour faire baisser les coûts des traitements. Ils ont fait parce que quand on prend les coûts des traitements en 2015 et aujourd'hui en France, les prix des Princeps et des biosimilaires ont beaucoup contribué à la baisse des prix. Et aussi, on a vu récemment avec toutes les ruptures, parce que tout le monde a connu des ruptures, les biosimilaires représentent une alternative thérapeutique. Il reste du travail à faire. Il y a beaucoup de collaborations à faire. Il y a beaucoup de formation et d'informations à faire. Et en tant que laboratoire Celltrion, on est vraiment ravis de contribuer à cela et être des futurs partenaires. Comme vous l'avez dit, l'avenir, on espère y participer aussi. En tout cas, je vous remercie encore une fois. Merci. Alors, je vais surtout m'adresser à mon voisin dans ce mot de conclusion et dire que j'ai aucun doute sur le fait que assez rapidement, et si nos institutions nous donnent des gages de confiance assez rapidement, eu égard à la journée qu'on vient de vivre, qu'on sera très rapidement de grands experts du biosimilaire et qu'on saura apporter notre contribution à ça et d'accompagner les patients autour de ces enjeux-là. On l'a fait sur beaucoup de sujets, on l'a fait sur le générique, aujourd'hui on l'a fait beaucoup sur la vaccination, les biosimilaires, on s'est accaparé tous les sujets de santé publique qui concernent la pharmacie depuis des années. Je ne crois pas qu'on ait eu d'échecs, on n'a eu que des succès. Bon, malheureusement, on a tendance un petit peu à l'oublier dans les rues où on était tout à l'heure, entre Ségur et Duquesne.
Donc j'ai envie de dire, bon, l'histoire n'a pas à se répéter de manière négative et plutôt de manière positive. Alors, et le mot de la conclusion, Jean-François. J'aime bien le principe de la douche écossaise. Donc d'abord, félicitations, les pharmaciens sont vraiment les partenaires des patients, en particulier diabétiques. C'est le professionnel de santé qu'on voit le plus souvent. Et on a une grande confiance, une grande proximité, et dans l'immense majorité des cas. Mais là, vous êtes les meilleurs ici. Il y a un problème de formation. Tous les pharmaciens ne sont pas au niveau de la formation sur les pathologies, les dispositifs. Je vais donner un petit exemple concret. Mon truc ne marchait plus. J'avais des chiffres de glycémie invraisemblables. Je suis allé voir mon pharmacien dont je tairai le nom et tout. Et je lui ai dit, vous avez un glucomètre pour que le mien, je sais pas où il est, je ne le trouve pas. Je ne me sens pas. Il m'a dit non, mais enfin, on va ouvrir une boîte. Il a pris une boîte. Et c'est moi qui lui ai montré comment ça marchait. Donc, bon, il est très gentil, j'ai confiance en lui, etc. Mais ça prouve qu'il y a un problème de formation qui n'est pas uniforme. Et donc, c'est anecdotique, hein, je vais dire. Mais quand on va rentrer dans des rôles plus importants, comme vous l'avez demandé, la formation, c'est extrêmement important. Et ça, c'est le travail que vous avez à accomplir. On est parfaitement d'accord. On va laisser sur ce mot de la fin qui est un mot en fait d'engagement. Il va falloir qu'on s'engage dans ces processus de formation. À noter que dans ta vie professionnelle, tu avais une spécialité et le travail du pharmacien ressemble plus à un métier de généraliste. Donc, en fait, il faut savoir énormément de choses sur des choses qui sont très diverses. Donc, c'est complexe, hein, effectivement, mais c'est quand même notre engagement et donc la formation. C'est clé pour aller de l'avant. Et il y a une chose qui est absolument fondamentale, tu l'as signalé tout à l'heure, mais vous ne pouvez pas bien conseiller les patients si vous ne savez pas ce qu'ils ont. Voilà. Or, quand on dit, par exemple, sur l'agonie GLP-1 au patient diabétique, il est en ALD, donc ça doit coller, le directeur de l'ACTAM, il répond oui, mais il ne connaît pas le motif de l'ALD. Voilà. Donc, il y a un problème aussi d'information de ce côté-là pour que vous soyez au courant. Oui. Parce que sans être au courant de ce qu'a le patient, vous pouvez effectivement faire non pas des erreurs, mais des méconnaissances. C'est très important. Il est temps effectivement d'être au courant pour bien conseiller les patients. Donc il faut vraiment faire des efforts sur le DMP. Et je vois que Sophie, qu'elle est arrivée, l'assurance maladie, on en dira un mot tout à l'heure du DMP. On va faire juste une pause. Donc on se retrouve à 20h pour la deuxième table ronde. Tu peux lancer si tu veux. Merci. Donc, retour au live. Donc, j'invite à la table pour me rejoindre pour cette deuxième table ronde sur un gisement d'économie gagnant-gagnant. Alors, pour être à mes côtés sur cette deuxième table ronde, donc j'accueille Bertrand Bouix, député du Calvados, pharmacien de formation, qui l'an dernier a été celui qui a déposé le seul amendement sur le droit de substitution biosimilaire recevable par la commission, ce qui a permis à Frédéric Valletoux de le reprendre en séance et donc de faire passer l'amendement. Donc merci Bertrand pour ça, parce que c'était un beau combat qui a été mené et qui a été validé par l'ensemble des participants. Donc on reviendra sur le rôle de l'Assemblée et un peu sur cet après-midi aussi et sur cette journée, un petit peu de manif. Sophie Kelly, elle est responsable des produits de santé et probablement d'autres choses à la CNAM, parce que les titres évoluent en permanence, mais elle nous le dira. Donc, c'est notre interlocutrice privilégiée à l'assurance maladie. C'est avec elle qu'on travaille les commissions paritaires nationales, commission paritaire nationale programme d'action, commission technique nous permettant de travailler au quotidien. Donc, Sophie est médecin de formation également. Donc, vous n'avez que des professionnels de santé pour parler de ces sujets. Et donc, nous verrons avec elle deux sujets principaux. En fait, les mécanismes d'incitation et l'engagement dans la convention sur des pharmaciens sur les médicaments biosimilaires et les perspectives d'avenir au travers de chargés produits qui consacrent tout un chapitre dont je vous ai lu un petit extrait. J'ai fait je m'en suis servi pour mon introduction. Enfin, j'ai lu les quelques phrases de début pour montrer l'ampleur du phénomène biosimilaire dans l'avenir. Donc, on parlera de ces thèmes-là. Mais avant tout ça,
on va laisser la parole à Antoine Collet, qui est directeur des panels chez IQVIA, à qui j'ai demandé de brosser le tableau de la problématique économique sur des pharmaciens des remises génériques biosimilaires et également de faire un petit tour d'horizon du marché actuel du biosimilaire. Et puis, je lui ai tout à l'heure, alors que ce n'était pas dans la mission, je lui ai demandé s'il se souvenait des perspectives d'avenir du biosimilaire. Donc, il est en train de chercher dans sa mémoire, parce que c'est une autre présentation. Sans conteste, il va trouver. C'était une question piège, hein, évidemment. Merci Philippe. Bonsoir à toutes et à tous. Et je vais essayer en effet d'ouvrir le bal par rapport en fait à ce sujet qui au départ en fait était autour des biosimilaires, mais l'actualité étant que on a dû aussi refaire un peu un tour d'horizon par rapport au marché des génériques. Je pensais pas en premier lieu, on devait revoir en fait rebalayer ce marché avec l'actualité. Philippe, je te laisserai passer les slides ou je ne sais pas si c'est la régie en fait. Ah bah impeccable. Alors moi, donc, pour me présenter rapidement, je suis le directeur des panels d'IQVIA, IQVIA Pharmastat. Donc, le réseau, en fait, Pharmastat, c'est 60%, en fait, un panel de 60% d'officines, qui nous permet, en fait, de faire une restitution économique chiffrée chaque mois, chaque semaine même, de l'état actuel au niveau de l'officine. Et ce qu'on va essayer de faire là ensemble, c'est vous faire, en fait, un panorama de ce marché au niveau des génériques et des biosimilaires. Ce qui s'est passé, parce qu'il y a eu quand même à chaque fois, lorsqu'on parle du sujet des biosimilaires, il y a une actualité. Et là, il y a encore une actualité. Ce que je propose, en fait, c'est vous dérouler quelques slides, si ça vous convient. En premier lieu, avant de commencer, ce que l'on souhaitait faire, c'était un rappel au niveau des marchés génériques en comparaison avec les biosimilaires. Et c'est vrai qu'on a pu le dire dans la précédente table ronde, la différence en fait entre le côté chimique et au niveau bio en tant que tel. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit des chiffres avec un marché quand même en termes d'unités, c'est 1,3 milliard qui est en légère croissance. Et le marché des biosimilaires, on parle de 16,4 millions exactement, j'insiste, en décroissance en termes d'unités, mais en croissance en termes de biosimilaires. Ces chiffres, en fait, ils sont arrêtés au mois de mai, donc ce sont des 12 mois cumulés. Jusqu'à présent, on avait fait une rétrospective sur 2024, mais là, en fait, ce sont les derniers chiffres en fait à date que nous pouvons en fait diffuser. Intéressant aussi, je pense qu'on parlait de substitution, donc pénétration. Au niveau des génériques, on est autour de 85-86%. Biosimilaire, on arrive à 40% en fait, hein, avec une croissance à plus 5,1 points par rapport en fait à l'année passée. Ce qu'il faut savoir ici, lorsqu'on parle des biosimilaires et marchés génériques, en fait, c'est tous les marchés des biosimilaires. C'est-à-dire qu'il y a aussi des produits qui sont substituables en pharmacie et ceux qui ne le sont pas actuellement. Donc ça vous donne en fait un ordre d'idée, on est sur autour de 1,7 milliard en termes de chiffre d'affaires au niveau du marché biosimilaire. Quant au générique, hein, c'est 6 milliards, sachant que le générique même, c'est 4,7 milliards d'euros. Voilà, pour remettre un peu de perspective. Ça, c'était en premier lieu pour vous donner un peu de lien. Maintenant, par rapport aux biosimilaires, ce que on souhaitait faire, c'est de redonner un peu de contexte aussi entre 2022 et 2024, un marché qui est en croissance, comme vous pouvez voir, en fait, une croissance organique de 12% sur les dernières années, avec une année 2023 où il y a eu une croissance de 15%, et 2024, on est un peu en deçà de 10%, mais on arrive là au 1,7 milliard. Et pour pouvoir faire la comparaison, on a voulu refaire la même chose au niveau du cumul mobile annuel pour montrer en fait qu'on est sur les mêmes tendances, quoique un peu moins en croissance. Ce qu'il faut savoir, alors ce qu'on a pu dire en fait juste avant, on arrive en fait sur les 40% de substitution, voilà. Et surtout en fait, par rapport à 2024, on a eu fin février 2025, et ça c'était une chose en fait qui était arrivée, je me souviens à Pharmagora, c'est du jour au lendemain, il a fallu justement avoir les 6 nouveaux biosimilaires qui sont mis en fait sur la liste des substituables, et ça a ouvert en fait déjà une perspective de 1 milliard de chiffre d'affaires au niveau du chiffre d'affaires au niveau des biosimilaires. Voilà déjà pour vous redonner un peu de chiffres. Et aussi, Philippe, n'hésite pas, hein, si tu as des questions. Jusqu'à présent, tu es peut-être surpris de certains chiffres ou tu les connaissais déjà? Non, oui, je les connaissais déjà, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que j'attends. C'est quand même toujours important de voir ce marché. Je l'ai qualifié, vous trouverez mes mots dans les échos d'aujourd'hui, de marché balbutiant. Et c'est donc pour le biosimilaire, je parle, hein, en France. Voilà. Et on a vu dans la première partie de notre soirée
que c'était le médicament d'avenir, que c'était le médicament d'innovation par excellence, que c'était vraiment le médicament moderne, le biosimilaire, mais on voit qu'on est encore au tout début de l'aventure, au tout début de l'histoire, et donc on est à poser les fondamentaux, à poser les bases de ce qui est notre rôle dans cette croissance du biosimilaire. Alors, ce qui est assez incroyable, c'est qu'on n'a pas préparé, Philippe, et tu m'as fait la transition pour la slide d'après. Et justement, par rapport à la pénétration et à la substitution, ce qu'on peut voir par rapport à certains biosimilaires, c'est qu'on est en termes de pénétration, là, donc c'est le graphique que vous voyez au milieu, c'est assez inégal par rapport d'un biosimilaire à l'autre. Hein. On parlait tout à l'heure du Lucentis, à juste titre, on est à peine à 9%, alors que de l'autre côté, on verra par la suite, enoxaparine, on est à 29%, mais on a une grosse substitution ces derniers mois, notamment avec fin février, en fait, le fait de pouvoir substituer en pharmacie, et il va y avoir une belle pénétration dessus. Par rapport à cette liste de produits substituables, on est, tout à l'heure je vous parlais d'un marché à 1,7 milliard, là on est sur 1,2 milliard, pour vous donner en fait la perspective que cela a pu donner. Et c'est vrai que ces 6 nouveaux biomédicaments qui sont arrivés en fait à fin février, ça donne en fait une perspective sur ce marché-là. Et si je vais sur la slide d'après, voilà, je vais vous donner en fait comment les pénétrations qu'il y a pu y avoir. Alors, avril 2022, évidemment, c'est historiquement Pelgastrim et Filgrastrim, en fait, sur lequel la pénétration et la substitution étaient déjà très fortes en termes d'unités. On parlait justement Lucentis derrière où ça balbutie. On a progressé de 4 points par rapport à novembre 2024. On a encore du travail à faire autour de cela. Mais lorsqu'on regarde en fait par rapport aux 6 biosimilaires en fait qui sont arrivés, on voit vraiment en termes de 2 qui se démarquent réellement. Enfin moi le premier, hein, lorsque j'ai vu tout à l'heure, je vous parlais d'enoxaparine avec l'Ovenox, on était à 29 en cumul mobile annuel. Là vous voyez que depuis fin février, en fait, on a une pénétration depuis 38 points en fait, et on est maintenant sur une substitution à 62%. Et au même titre qu'Humira, où on a une progression en fait de 7 points sur la substitution depuis en fait justement cette période de fin février 2025. Ça vous donne en fait une perspective par rapport aux biosimilaires. Alors, l'une des choses, et je terminerai là-dessus pour justement laisser Philippe reprendre la main. L'un des exercices, évidemment, l'actualité fait qu'au départ, on était parti sur une projection, un forecast sur ce qui allait se passer. Avec l'actualité, on a travaillé avec les équipes économiques de la Fédé sur la partie que va-t-il se passer d'un point de vue économique, notamment avec les remises génériques dont on parle actuellement. Ce tableau-là, en fait, ces perspectives, elles peuvent être freinées. Donc, on sait que ça a été reporté au niveau du 1er février. Donc, le titre n'est peut-être pas forcément à jour. Mais là, on a repris volontairement, en fait, on a fait en fait une simulation. Donc, c'est une matrice sur laquelle vous voyez en fait au niveau des lignes les remises à 40% jusqu'à la remise à 20% éventuellement, le potentiel que ça peut avoir, avec là actuellement des biosimilaires avec une remise autour de 25%. Ce qu'on peut voir, alors sur le biosimilaire, ce qu'il faut comprendre, c'est que le potentiel total, c'est tout le marché du biosimilaire en tant que tel. Lorsqu'on regarde la substitution à 100%, là on revient en fait sur ce fameux marché en fait à 1,2 milliard. Donc le potentiel total, c'est le marché à 1,7 milliard. La substitution 100%, on serait en fait sur 1,2 milliard. Et ensuite, on y va en décrescendo sur une substitution en fait à 80% jusqu'à 30%. Si vous vous rappelez bien, on parlait là actuellement, on est autour de 40%. Donc en fait, la vérité, elle est entre les deux. Quoi qu'il arrive, en fait, le fait de baisser en fait cette remise, vous voyez que ça dégrade fortement en fait le chiffre d'affaires et on va en négatif par rapport en fait à cette projection. La deuxième slide, en fait, et ça sera la dernière en illustration, et je laisserai Philippe reprendre la main par rapport à cela, c'est lorsqu'on met en fait à 15%, on va décroître, mais bon, j'ai envie de vous dire, ça va de soi, mais c'est pour vous donner en fait les perspectives par rapport aux projections qu'on peut faire sur l'actualité et sur les discussions qui sont en cours. Voilà de mon côté sur les quelques chiffres que je souhaitais vous communiquer autour des amphis. Philippe, n'hésite pas à reprendre la main. De mon côté... Je te remercie. Je vais terminer, bien sûr, sur la dernière slide et je vais la commenter avant de laisser la parole. D'abord à l'assurance maladie. On terminera, cher Bertrand, par la parole de l'Assemblée nationale, bien sûr, qui a toujours le dernier mot.
Enfin, pas en ce moment, mais c'est souvent, enfin, en tout cas. Souvent, en tout cas. Antoine, qu'est-ce qui va se passer dans les années à venir sur le marché? Tu as oublié cette... Sur le marché à venir, si on prend en fait la projection qu'il y a pu y avoir, on doit tabler d'ici 2 ans sur les 2 milliards au niveau du marché des biosimilaires dessus. L'avenir, s'il n'y avait pas eu l'actualité telle qu'elle était, j'allais faire une courbe, moi, j'allais tracer ma courbe tranquille, et puis on allait dire, allez, on va substituer et tout ira bien. Ce qu'on voit quand même, c'est que on a quand même une substitution qui reste encore à 40%, donc il va falloir, c'est vous, hein, attention, moi je donne pas d'ordre dessus, mais travailler justement à substituer certains médicaments, et on a en fait, ça peut être une nouvelle, encore une fois, une nouvelle manne économique, faut-il encore, voilà, qu'il n'y ait pas des impondérables qui arrivent au niveau de l'actualité. Ok, merci. En fait, quand je parlais de ça, mais c'est vrai qu'on refera peut-être un mot là-dessus plus tard, et je ne veux pas vraiment te pousser dans tes retranchements. C'est plutôt l'arrivée sur le marché de futurs biosimilaires dont je parle, c'est-à-dire en fait mais Sophie va reprendre la main parce qu'elle est très au courant, elle regarde elle regarde bien à la jumelle qu'est-ce qui va arriver dans l'escarcelle de l'assurance maladie, qui est un potentiel d'économie, mais en effet on va y revenir peut-être tout à l'heure. Mais il faut savoir que l'évolution du marché des biosimilaires et donc des bioréférents qui vont perdre leur brevet dans les années à venir est énorme en fait. Il n'a rien à voir avec les chiffres qui sont ici. C'est pour ça que je vous disais que le marché était balbutiant, mais le potentiel est énorme. Et tous les nouveaux médicaments sont donc dans ces catégories qu'il faut maintenant apprendre à connaître vraiment à fond et à se former, comme disait Jean-François tout à l'heure. Il y a un cran à franchir sur la connaissance de ce nouveau marché des biomédicaments. Alors, sur ce tableau-là, c'est le tableau qui m'a fait peur, en fait. C'est pour ça que j'ai réagi un peu violemment. Enfin, Sophie était présente, assistée à cette séance de présentation par la direction de la Sécurité sociale de la proposition qui nous a été faite. Mais moi, j'ai vu tout de suite que c'était 500 millions d'euros qui étaient en jeu, en fait. Entre 500 et 600 millions d'euros qui étaient en jeu. Et donc, c'est quelque chose qui est massif. Et même si on estime que le marché de demain sera effectivement le marché du biosimilaire et que demain, la solution peut être celle qui nous a été présentée, mais c'est demain dans plusieurs années et les officines seront mortes d'ici là. Donc, le sujet qui est sur la table, c'est un sujet d'immédiateté et peut-être ensuite un sujet de suivi dans le temps des opérations, ce que le partage de valeur entre le travail que fait le pharmacien et l'assurance maladie, le gain doit avoir l'assurance maladie, doit être faire et il doit être regardé de façon très réfléchie et au point par point et en dynamique. Voilà. Ce qui nous a été présenté, ça donnait 520 millions d'euros de pertes à l'immédiat. Avec, si vous survivez, demain sera plus rose. Donc ça ne m'allait pas, vous comprenez. Voilà. Et puis ça ne vous va pas non plus, je le sais. On va pas rester sur cette slide. Gabriel, ça va nous faire passer une mauvaise soirée. Merci. Donc Sophie Kellet, vous êtes donc la responsable des produits de santé de la CNAM. Vous avez à ce titre, c'est vous qui siégez au comité économique des produits de santé, c'est vous qui avez le regard sur les classes thérapeutiques à venir. Donc là par contre vous êtes en freestyle parce que je n'ai pas posé cette question, mais comme je l'attends, ça m'intéresse de voir quel regard l'assurance maladie porte sur le marché du biosimilaire dans sa présence et dans son avenir, l'intérêt qu'il a pour les comptes sociaux et pour l'avenir des comptes sociaux, justement, avant de passer à la convention et donc à ce que prévoit l'assurance maladie dans le cadre de charge des produits. Donc d'abord, un petit peu l'état du marché à venir et de ce que vous pensez du biosimilaire à l'assurance maladie. Merci beaucoup déjà de m'avoir invité parmi vous ce soir. Donc les biosimilaires pour l'assurance maladie, c'est vraiment l'avenir. La part des médicaments biologiques croît de façon très dynamique. Dans le chargé produit, on a plus de 125% en quelques années, donc c'est vraiment massif. On est à 14 milliards de dépenses en médicaments biosimilaires.
médicaments chimiques mais biologiques. Donc c'est l'avenir. On les voit arriver, les produits. Il y a maintenant énormément de médicaments biologiques qui arrivent. Donc l'assurance maladie est pleinement mobilisée pour, considérant également les finances qui ne sont pas au beau fixe. Les biosimilaires, c'est l'avenir pour les économies également. Dans le chargé produit, on a toute une partie. Donc c'est un chargé produit cette année qui est assez resserré et qui prévoit de façon un petit peu pluriannuelle tous les grands axes d'action pour générer des dépenses justes, prévoit tout un chapitre sur les biosimilaires pour montrer à quel point c'est un sujet qu'on suit de près et qu'on suivra encore plus de près ces prochains mois. On a beaucoup de biosimilaires qui arrivent. On a ILEA qui arrive en novembre. On a déjà eu un avis de la NSM positif, donc il manque un arrêté, mais voilà, les premières commercialisations sera en novembre. On attend d'ici la fin d'année d'autres pertes de brevets. On a Stelara, Roactemra. Et l'année prochaine, on en attend également beaucoup. On a notamment Xolair, mais il y en a plein d'autres. Donc ça va vraiment arriver de façon très massive ces prochains mois. Et c'est pour ça, mais j'en parlerai peut-être tout à l'heure, qu'on essaye dans le chargé produit vraiment de tout faire pour que cette juste dépense dans les biosimilaires se fasse en pratique, parce qu'on pense vraiment que c'est un outil très important pour l'avenir. Ce ne sera pas le seul, mais c'en est un très identifié. J'ai interpellé le directeur de l'assurance maladie, donc Thomas Fathomme, lors de notre commission paritaire nationale hier, sur le sujet qui était derrière nous, qui me fait mal aux yeux, sur des remises génériques. Le tableau de cadrage conventionnel, signé dans l'avenant 1, prévoit une évolution pluriannuelle qui inclut l'évolution sur les médicaments donc génériques. Et donc, ce que je sais bien, et on a tous bien conscience, que ce n'est pas l'assurance maladie qui est signataire de ce texte, que c'est le ministère et que c'est le gouvernement qui est en charge. Mais il faut avoir conscience, et c'est ce que je disais au directeur hier, que si jamais le gouvernement maintenait sa proposition, nous en appellerions en fait à ce que d'autres mesures conventionnelles compensent, ce qui ne donnerait pas d'économie pour l'assurance maladie, mais compense cette mesure-là. Donc, bon, si vous pouvez rappeler ce que le directeur de poids avec vos mots, voilà ce que le directeur de l'assurance maladie nous a dit hier soir. Tout à fait. Donc, le directeur général de l'assurance maladie a déjà en premier lieu dit à quel point il tenait à la relation conventionnelle. L'assurance maladie a vraiment à cœur des bonnes relations avec ses partenaires conventionnels, qu'on voit vraiment comme des partenaires dans cette histoire. Dans le cadre de la convention, dans l'avenant signé récemment, il y a un cadre juridique, vous l'avez évoqué, qui se déploie de façon pluriannuelle, et on suit régulièrement avec vos représentants la rémunération officinale. On a un observatoire de l'officine qui se tient régulièrement. Dans le cadre de la CPN hier soir, on en a reparlé également. Le directeur général a rappelé que la situation de l'assurance maladie se dégradait, qu'il faut du coup des réflexions structurelles. Il y en a en partie dans le chargé produit, notamment pour étendre vos missions. On a proposé que vous ayez une nouvelle mission dans le dépistage de l'hypertension artérielle, donc plus de prévention, plus de missions, vraiment des missions pharmaceutiques enrichies. Et il a rappelé également que la proposition du gouvernement sur les remises commerciales des biosimilaires et des hybrides et des génériques relevait vraiment du gouvernement, que c'était lui qui était à la manœuvre, et que lors de cette discussion que vous évoquiez il y a quelques jours, que le gouvernement demandait à tous les acteurs, puisqu'il y avait vraiment tous les acteurs qui étaient réunis, pas seulement les pharmaciens, mais aussi les grossistes et les laboratoires, de donner des contre-arguments, des contre-propositions sur cette mise de jeu qui a été proposée. Ce qui est sûr, c'est qu'il a rappelé 2 points, le directeur général. Premier point, il y a une nécessité d'avoir un cadre attractif pour les biosimilaires, parce qu'encore une fois, les biosimilaires sont une ressource vitale, si je puis dire, pour les économies de l'assurance maladie. Donc, il faut un cadre attractif pour les biosimilaires. Et d'autre part, et là, je vais vraiment le citer, il y a la nécessité de toucher de façon mesurée
sur les autres paramètres de l'équation. L'objectif, c'est d'atterrir sur quelque chose de raisonnable et aussi de lever à court terme les inquiétudes qui ont été entendues à la fois par la CNAM et par le gouvernement surtout, puisque vos représentants syndicaux sont entretenus d'ores et déjà avec le gouvernement sur les différents points. Donc voilà ce que je peux dire sur... C'est précisément ça. En gros, l'assurance maladie a joué son rôle de partenaire. Enfin, je le ressens comme ça. Je ressens également, et on en parlera tout à l'heure avec monsieur le député, au sein du gouvernement, une ambivalence entre le ministère de la Santé et le ministère des Comptes publics, avec deux positions qui sont quasiment qui s'affrontent en fait. Et donc le gouvernement va devoir choisir, et donc on pèse sur ce choix. Revenons à nos moutons, pardon, mais c'est le sujet du jour et donc j'ai du mal à m'en détacher. Nous avons dans la convention mis en place une ROSP, une rémunération sur objectif de santé publique, et c'est l'innovation de l'année. Pour la première fois, on a des médicaments biosimilaires qui rentrent dans la ROSP. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça marche, comment on fait, quelles sont ces deux classes de médicaments où les pharmaciens seront particulièrement incités à substituer pour avoir une ROSP en plus donc de leur première ROSP biosimilaire. Oui, et si je rappellerai aussi que voilà, pour vraiment dynamiser la substitution en pharmacie, on a lancé aussi la ROSP exceptionnelle en lien avec vous en 2024, de façon très ponctuelle pour marquer le pas et pour vous mobiliser complètement sur ce sujet d'avenir. Donc la ROSP que vous évoquez, cette année c'est inédit, il y a 2 molécules biosimilaires qu'on vous incite à substituer. C'est une ROSP qui est de l'ordre de 12 millions d'euros. Et donc, les 2 biosimilaires qui sont dans cette ROSP, donc on a Lucentis avec des objectifs adaptés. Des objectifs adaptés à ce qu'on observe. On ne vous demande pas 80% à la fin d'année. C'est vraiment adapté. Ça a été vu avec vos représentants syndicaux. Et le deuxième, c'est Stelara, qui, on l'espère, arrivera avant la fin d'année et qui permettra également, s'il n'arrive pas, on ajustera et on rebasera sur les molécules restantes, et le reste, c'est des génériques. Voilà. Donc ça c'est important parce qu'on va avoir dans les années à venir la ROSP qui sera sur les biosimilaires, avec, comme il a été dit, des taux adaptés. Donc on ne demande pas, évidemment, je crois que c'est 15 ou 25, je ne sais plus si c'est 15 ou 25, mais en fait, c'est une augmentation du taux de Lucentis atteignable. C'est pas le taux des génériques habituels où on demande de monter à 60, 70, 80%, mais c'est quand même le message qui est donné, c'est intéressez-vous aux biosimilaires, et c'est très important pour l'avenir. Alors maintenant, le gros du morceau, comment on va faire dans les années à venir pour développer ce marché du biosimilaire? Quelles sont les recettes de chargés produits? Oui, et juste avant, si vous me permettez, je reviendrai sur... Enfin, là, on observe que depuis le début de la subvention, les courbes le montraient, on a vraiment une augmentation massive en ville. À l'hôpital, on est déjà à 90% de biosimilaires, mais là, depuis le début de la substitution et d'autres mesures aussi que les médecins ont, on a plus 10%, plus 10 points sur les produits substitués. Donc, c'est vraiment... ça fonctionne et on espère vraiment que vous mobiliserez encore davantage dans les années à venir. Et pour vous aider à vous mobiliser de plus en plus sur ce sujet-là, dans le chargé produit, il y a plusieurs propositions pour dynamiser l'utilisation des biosimilaires substituables. On a le tiers payant contre biosimilaires substituables qui vous aidera à substituer dans les officines. On a aussi une proposition baser en fait le tarif de remboursement sur le biosimilaire le plus cher. Ce que vous avez déjà sur les génériques, on propose de l'étendre aux biosimilaires. C'est les 2 grosses propositions sur les biosimilaires, et on a quelques propositions sur les génériques également. Et troisième volet, on a une proposition, on détaille en fait dans le chargé produit des petits phénomènes peut-être commerciaux que peuvent avoir les laboratoires pour
pour finalement qui tendent à éviter d'avoir complètement au niveau de l'assurance maladie les économies escomptées sur l'arrivée des biosimilaires. Et pour endiguer ce phénomène, il y a des propositions assez fortes et on s'est inspiré sur nos homologues allemands, sur des jumbo groupes qui reviennent finalement à étendre les groupes génériques et biosimilaires à des groupes de médicaments équivalents et auxquels on appliquerait du coup un tarif de remboursement sur la base un tarif de remboursement qui serait décidé par le gouvernement. Merci pour les pistes. Et puis, on va voir comment maintenant le Parlement se saisit de tout ça. Peut-être d'abord, cher Bertrand, comment s'est passé l'après-midi? Donc, on s'est vu à 13h15 sur l'esplanade des Invalides. Tu nous as fait l'honneur de venir voir le village des soignants trahis et donc de discuter avec nous, de venir au contact avec nous, de discuter et de nous donner des mots de réconfort. On a vu ensuite le ministre de la Santé, effectivement, et il a dû nous quitter pour rejoindre l'Assemblée pour participer aux questions de gouvernement. Il nous a dit que beaucoup de questions étaient pour lui suite à ces mouvements. Donc, quelle était l'ambiance à l'Assemblée? Qu'est-ce qui s'est passé cet après-midi? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Tout d'abord, merci, Monsieur le Président, pour votre invitation. Mesdames et Messieurs les pharmaciens, Madame la responsable, Monsieur le directeur. Donc, me présenter de manière assez courte. Moi, je suis député du Calvados, pharmacien également, et membre de la Commission des Affaires étrangères, mais qui garde quand même un œil sur tout ce qui concerne le médicament de près ou de loin, et en lien depuis 2017 avec Philippe et puis l'USPO sur ces sujets. Donc l'ambiance, pour vous la décrire, moi j'ai été bien évidemment sollicité par des confrères en local. J'ai suivi ça de près. J'ai également été très surpris de ces annonces. Je les ai trouvées violentes surtout, et puis sans concertation. Passer de 40% à 20%, c'est forcément un impact énorme sur les officines. Et donc, on est de nombreux parlementaires de plusieurs bords politiques à avoir pris à bras le corps cette question, parce qu'elle percute aussi un moment où on s'interroge tous sur la désertification médicale en zone rurale. Moi, je suis en zone rurale, j'habite à côté de Bayeux, une petite commune qui s'appelle Creully-sur-Seulles. Et donc, forcément, moi, mon pharmacien que je connais bien, il m'a dit: est-ce que tu seras là mardi aux Invalides? Je lui dis: oui, bien sûr, je serai là. Voilà. Parce que on ne peut pas à un moment donné avoir une ambition de maintenir un maillage territorial et dans le même temps vouloir faire des économies sur le médicament et en même temps vouloir en fait porter un coup de poignard dans le dos à la profession, parce que c'est ça. Moi j'entendais en fait les chiffres. Je crois qu'on parlait d'à peu près 800 000 officines qui seraient un peu dans le rouge. Alors, 800 à 1000. Voilà. Donc bon, forcément, quand on s'intéresse à ce sujet, qui plus est quand on a eu il y a à peine 2 semaines rendez-vous avec l'ARS Normandie sur le Conseil territorial de santé, avec une belle explication sur la manière dont on allait pouvoir en fait redensifier en officine. Avec une équation que j'ai toujours pas compris. Il va falloir que je rencontre le pharmacien responsable. J'ai pris ses coordonnées pour qu'il m'explique comment on arrivait à la création de 2 officines supplémentaires en création sur le Calvados. Forcément, ce type de politique interpelle et agace. Le ministre a parlé, je crois, en réponse à des questions de il a été effectivement saisi. C'était un peu l'objectif d'une interpellation par le biais des questions au gouvernement. Il a eu 2 questions au gouvernement sur ce sujet et il a pas botté en touche. Il a dit exactement ce que toi tu as dit, c'est-à-dire qu'il allait poser un arrêté qui permettrait en fait de maintenir la marge sur le générique tout le temps que dureront les concertations. Donc maintenant, la balle, elle est dans le camp de ceux qui seront amenés à négocier et à concerter. Moi, je vais bien écouter tout ce qui a été dit ici.
c'est, on va dire, des informations que j'avais déjà en tant que pharmacien. C'est que si on veut maintenir un système vertueux, il faut, comme c'est indiqué, qu'il soit gagnant-gagnant, le fameux win-win. À partir du moment où il y en a un qui perd, forcément, ça peut pas être bon. Alors, le ministre, pour préciser, il a dit deux choses. Donc, il a effectivement dit qu'il avait signé l'arrêté de prorogation qui allait passer au journal officiel, donc peut-être demain ou après-demain. La personne la plus puissante de France, en fait, c'est le rédacteur en chef du journal officiel. C'est lui qui maîtrise la date d'application des lois. C'est quelque chose d'impressionnant, ça. Et personne n'a le contrôle sur ça. J'arrive pas à voir qui c'est qui a le contrôle sur ces dates de publication qui sont aléatoires à 2 ou 3 jours près quand même. Il n'a pas de pouvoir non plus exceptionnel, mais à 2 ou 3 jours près. Donc il a dit ça. Donc on va voir ça. Il a dit effectivement que la concertation allait se mener, mais moi, dans l'alcôve, le petit cénacle dans lequel j'avais le droit d'être avec lui lors de la délégation des soignants, il nous a dit que le ministère de la Santé était favorable et allant pour faire le bouger que nous voulions sur cet arrêté de remise, mais qu'il y avait un hiatus parce que Bercy n'était pas d'accord et il m'a conseillé d'aller à Matignon parce que c'est là que se font les arbitrages. Alors, le Parlement a un rôle là-dedans ou est-ce que c'est le gouvernement qui agit seul sur ce genre de problématique? La situation de l'Assemblée nationale, tout le monde la connaît. Quand tout à l'heure je présentais, suite à ce que tu indiquais, selon lequel l'Assemblée nationale avait le dernier mot, c'est plutôt le Sénat qui a le dernier mot, parce que la fragmentation politique du paysage de l'Assemblée nationale ne permet pas en fait d'avoir des décisions politiques qui sont claires et qui puissent être anticipées. On ne sait jamais de quel côté en fait la pièce elle va retomber. Et c'est ça en fait aujourd'hui le drame de l'Assemblée, outre en fait une ambiance que tout le monde ici a pu voir au travers de son écran de télévision. Il y a 2 phénomènes. Il y a cette agitation qui est entretenue par des extrêmes, et puis il y a surtout en fait une impossibilité à savoir comment tout ça atterrit à la fin. Donc le gouvernement a quel autre choix qu'à un moment donné construire un budget qui va s'établir en fait au travers de négociations en amont, essayer en fait de tenter la voie de l'Assemblée nationale et de voir si on arrive en fait à trouver des compromis. Et puis s'il ne trouve pas de compromis, il passera par la procédure en fait constitutionnelle qui est celle du 49.3. En fait, c'est une procédure qui est certes une procédure que nous n'aimons pas, puisque finalement le Parlement ne peut pas s'exprimer, mais c'est une procédure qui a été mise en place pour faire en sorte que la France reste gérable et gérée. Bien. Donc, ce que je comprends, c'est que quand même, on a plutôt intérêt à... Si on n'a pas en plus excusez-moi, j'ai oublié ce petit détail, mais si en plus on n'a pas une censure, avec les conséquences que ça a eu sur le blocage du budget, puisqu'on a jusqu'au 31 décembre pour en fait voter la loi de finances, et s'il n'y a pas de loi de finances, vous avez un impact en fait sur les collectivités, puisqu'elles ont des budgets qui sont préparés au sein du PLF, et donc ça provoque une inertie. Et donc là, il y a aussi un risque avec ça. Donc je maintiens ce que j'allais dire. Ma conclusion, c'est que le conseil que j'en retire, c'est qu'il faut effectivement arriver à trouver un terrain d'entente avec le gouvernement qui est en place, qui a un pouvoir réglementaire suffisant pour trancher et pour arbitrer les choses, à condition que donc, le Premier ministre soit tranche en notre faveur, mais que la voie de recours, qui est le législateur, dans un deuxième temps, dans le cadre du vote du budget, est plus que... qui sera très complexe, en tout cas, à manier au vu des équilibres de l'Assemblée. Mais ce que je veux dire, c'est que ce que je suis en train de dire de façon un peu plus claire, c'est qu'on va évidemment essayer d'y arriver avec le gouvernement et avec le Matignon. Mais que la voie de recours de l'Assemblée, c'est dans le PLFSS, parce que c'est vous qui avez effectivement le dernier mot à la fin, sauf que... Alors, ça ne veut pas dire qu'après, il n'y a pas des choses à faire. Là, je vous ai dressé en fait le panorama global de ce qui est apparent. Mais il y a tout ce qui est fait à côté
et qui est le travail des parlementaires. C'est-à-dire que préparer en fait un budget, c'est aussi être en lien avec les acteurs comme les acteurs syndicaux que vous représentez, c'est être aussi en lien avec le gouvernement, et puis c'est être en lien avec les industriels, avec les patients, avec en fait tout cet écosystème. Et le rôle d'un député ou le rôle d'un sénateur, c'est à un moment donné de rencontrer son ministre et de lui expliquer par moult arguments pourquoi en fait il faut faire comme ça et pas autrement. Parce que si l'amendement que j'ai passé sur la possibilité en fait de mettre des remises sur les biosimilaires et les médicaments hybrides à l'identique en fait de ce qu'il y avait sur les génériques, c'est parce qu'à un moment donné, j'ai été faire le pied de grue avec le ministre pour lui expliquer le bien fondé. Donc vous le faites avec vos mots, moi je le fais avec mes mots, et à la fin, il faut convaincre. C'est le propre de la politique. Donc nous, ce que nous souhaitons, c'est qu'à un moment donné, il y ait une discussion budgétaire au sein de l'hémicycle, mais le risque, c'est ce que je vous ai indiqué, c'est-à-dire que compte tenu de la fragmentation de l'Assemblée et des enjeux, c'est compliqué. En plus, il faut savoir qu'une opposition ne vote jamais le budget d'une majorité. Jamais. Au mieux, elle s'abstient. Mais elle ne vote jamais, puisqu'en fait, quand vous votez un budget, c'est que vous donnez quitus à des orientations politiques. Et comme ce n'est pas vos orientations politiques, vous n'allez pas les voter. Merci beaucoup. On est à la phase questions. Les amis, je vais revenir au banc et vous laisser la parole. Non, d'ailleurs, parce que je distribue le micro. Des questions. On a même des journalistes qui n'ont pas de questions. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Des questions dans la salle? Vous êtes sage. Ah, c'est pas une question. Julien Chauvin, responsable de la stratégie économique de la Fédération. Bonsoir. C'est juste pour apporter tout à l'heure sur le marché des biosimilaires, on parlait du futur des biosimilaires, et je voulais juste vous partager un chiffre qui, pour les plus forts en mémoire d'entre vous, nous a été présenté au Présicom en juin 2024, il y a un an. Et c'était des chiffres IQVIA d'ailleurs, présentés par Sandoz, qui montraient un marché européen sur les biosimilaires à 10 milliards d'euros en 2024 et une projection à 30 milliards en 2030. Donc x3 dans 5 ans. Merci, parce que c'est exactement ce chiffre que je voulais. C'était un chiffre européen. Attention, 30 milliards, c'est en Europe. Donc, Virginie Buisson, je représente les pharmaciens d'officine de l'Essonne. Comme tu l'as dit, Philippe, on est dans un marché du biosimilaire qui est balbutiant, et en plus, on n'a pas les armes pour pouvoir le développer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les biosimilaires qu'on a le droit de substituer ont le même prix que le Princeps. Donc l'argument de l'économie, qui est un argument qui est assez facile à activer pour les patients ne sont pas débiles, et ils comprennent qu'on est tous dans le même bateau, et que, comme ça a été dit tout à l'heure, il faut que l'économie du système de santé soit soutenable. Ils ont aussi conscience de la nécessité de faire ces économies. C'est un discours qui est rentré avec le générique. Et là, aujourd'hui, on n'a pas cette possibilité-là. Les biosimilaires substituables sont au même prix que les Princeps. Deuxième point, on n'a pas de remise. Donc aujourd'hui, toutes les croissances qu'on nous a montrées du travail des pharmaciens, c'est parce qu'en fait, on est des bons petits soldats. Et que le pharmacien est toujours le bon petit soldat. Quand on lui dit qu'il faut faire un truc, il le fait. On l'a fait pendant le Covid, on l'a fait sur les nouvelles missions. Mais là, en fait, on est en train de nous couper nos ressources. Et si on nous coupe nos ressources, on voudra bien faire dépister l'hypertension. Mais si on a licencié 1 à 2 préparateurs, voire un pharmacien par pharmacie, comment on va faire? Donc aujourd'hui, c'est bien tout ce qu'on est en train de se dire. C'est formidable, c'est l'avenir, c'est une manne de ressources. Mais comme l'a dit Philippe tout à l'heure, si nous, on a déjà licencié... Moi, chez moi, le générique, c'est 50 000 €. C'est un préparateur chargé. Donc, de toute façon, je vais faire le dos rond, je vais travailler plus, mais je vais la licencier, ma préparatrice. Sophie. Alors là, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup en effet de génériques, de biosimilaires qui ont le même prix que les Princeps, mais c'est comme toute mesure, il y a un peu un effet stock et un effet temporaire où on rattrape les biosimilaires qui sont arrivés il y a quelques temps, et on sait qu'au niveau du prix, au niveau du CEPS, il y a un accord cadre, il y a une convergence au fil des mois
fil des années entre le princeps et le biosimilaire. Donc là, avec les nouveaux qui vont arriver, hein, je citais Ilea, Stellara, enfin, dès lors qu'il y aura une substitution, il y aura des prix qui seront assez différents et du coup, le message apporté aux assurés sera plus facile à porter, d'autant plus si le Parlement vote pour les propositions de tiers payants contre biosimilaires et de tarifs de remboursement ajustés quand il y a des différences entre les deux. Donc ça, c'était le premier point. Et après, redire ce que le directeur général a dit, hein, que voilà, nous, on est prêts, on a incité à vraiment faire en sorte que vos représentants syndicaux discutent, et ils l'ont fait. Enfin, ils n'ont pas besoin de nous pour le faire, mais voilà. Enfin, de notre côté, on parle aussi beaucoup avec la direction de la sécurité sociale et on souhaite que l'inquiétude disparaisse le plus rapidement possible avec un deal qui convient à tout le monde. Merci. Une autre question de la salle. Sinon, on va passer aux conclusions. Vous savez tout. On vous a tout dit déjà. Vous avez eu chaud cet après-midi. Hein. Ils ont eu chaud cet après-midi. Bon, je reviens à la table. Allez, c'est l'heure de passer au mot de conclusion. Donc, je me réserve le dernier mot pour une fois, mais je vais donner la parole dans l'ordre. Donc, Antoine, est-ce que tu nous as tout dit vraiment? Ouais, j'ai essayé de dire le maximum, mais c'est pas évident en 10 minutes de tout dire sur le marché de l'officine des biosimilaires. En tout cas, quoi qu'il arrive, ce qu'on a pu voir ce soir, c'est que c'est un marché, je vais plus dire en balbutiement, mais qui est porteur. Il y a plein d'interrogations autour de cela. Les chiffres de l'Europe, c'est l'Europe, hein, donc il ne faut pas rester sur ce chiffre-là parce qu'on va croire que c'est tout le potentiel qu'il peut y avoir autour des biosimilaires. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, ce qu'on voit là ces derniers temps, on a pu parler en fait, on parlait tout à l'heure, j'ai entendu du maillage, c'est un sujet qui est revenu aussi. On a parlé des nouvelles missions, on parle des biosimilaires. Voilà, il y a plein de sujets en fait qui se télescopent, qui peuvent être un cercle vertueux, c'est ce qu'on espère derrière. Faut-il, voilà, comme disait madame, en fait, il faut du personnel pour amener les missions. Des nouvelles missions qui arrivent à l'officine, c'est de la mobilisation de formation, c'est de la mobilisation terrain derrière. Et ce qu'on espère, c'est que ça porte ses fruits parce qu'on sait que c'est aussi une manne, c'est un potentiel pour l'officine de demain, en tout cas. Merci beaucoup. Sophie, c'est à vous. Non, mais voilà, je pense qu'il faut les relations conventionnelles sont vraiment très importantes pour l'assurance maladie. Je pense que le directeur général hier a essayé de faire le maximum en donnant des messages plutôt somme toute rassurants. Maintenant, on sera à vos côtés. On espère que les prochains mois seront plutôt favorables pour poursuivre ces bonnes relations conventionnelles dans une atmosphère de qualité et dans tous les cas, hein, on suivra les rémunérations des officinaux comme on le fait jusqu'à présent et de ce côté-là, on suit toujours cette trajectoire pluriannuelle. Merci, cher Bertrand. Le mot de conclusion, j'ai envie de reprendre ta métaphore, c'est qu'il ne faut pas tuer la poule aux œufs d'or. Je pense qu'il y avait une forme d'économie vertueuse qui s'était mise en place avec ce mécanisme de substitution sur les génériques, avec une confiance, parce que le mot, en fait, c'est la confiance, et là, finalement, c'est la confiance qui est attaquée. Et dans une relation économique ou politique, la confiance, elle est la clé de tout. Et puis moi, je pense, mais là, ça n'engage que moi, c'est que quand on commence à vouloir faire des économies et qu'on tape fort comme ça, c'est qu'à un moment donné, il n'y a peut-être pas de cap très clair d'affirmer et que si vous décomposez en fait le budget de la nation, vous en avez 50% qui va se répartir sur une multitude de secteurs et c'est assez difficile en fait de faire des économies avec ça. Et vous avez les 50% restants, grosso modo, c'est la santé et la retraite. Donc on peut effectivement aller sur la santé, mais forcément c'est toujours très impopulaire. On en voit les conséquences avec ce qui vient de se passer pour l'officine, mais ça se passera pour d'autres. Et ensuite on a une tâche politique qui n'est pas terminée et qui concerne en fait la retraite et qui, à mon avis, est le seul gros gisement en fait d'économie pour la nation aujourd'hui, avec un rééquilibrage démographique qui doit être fait, puisqu'on a plus de personnes âgées aujourd'hui que de personnes qui travaillent. Et donc c'est là en fait aujourd'hui que la nation elle doit faire des efforts, et je pense que ce sera certainement l'objet d'une prochaine campagne qui arrivera d'ici 2 ans. Merci beaucoup. Merci beaucoup tous les deux. Merci beaucoup de votre présence. Et ainsi qu'à tout le monde dans la salle. Moi, ce que je retiens en conclusion, c'est que, là c'est ton mot à toi,
c'est que la politique, ça consiste à convaincre. Et il y a beaucoup d'armes pour convaincre. Il y a la mobilisation de tous, montrer la mobilisation de tous et de chacun. Et ça, c'est ce que nous avons réussi aujourd'hui et ce que nous devons continuer à faire jusqu'au bout. C'est aussi savoir qu'on a des alliés et que ces alliés, il faut arriver à les mobiliser, à les convaincre aussi, à les motiver, à les mobiliser, à leur faire remarquer leur intérêt particulier à être à nos côtés et nous à leur côté. Donc ça, c'est véritablement comme ça que ici on conçoit la politique. La mobilisation, en revanche, elle ne se terminera qu'après l'atteinte de l'objectif. Et l'objectif, il est clair, c'est d'avoir une véritable politique gagnant-gagnant sur les génériques biosimilaires et hybrides. Et ça passe par des choses que nous avons, nous, calibrées de façon très précise, avec des chiffres que nous avons partagés avec le ministère de la Santé, qui est notre interlocuteur. Et maintenant, il nous reste à convaincre et donc à arbitrer, parce que j'ai conscience qu'en face de nous, on a des logiques comptables et budgétaires qui probablement ont leur vie propre, ont leur logique propre, sous-estiment pas, je ne les méprise pas, mais nous devons arriver dans cet arbitrage final à convaincre. Mobilisation, comptons nos soutiens, utilisons nos soutiens. Merci à tous d'être ici et je vous souhaite une bonne soirée pour le pot de l'amitié.